Quels sont les 50 plus grands noms de l'histoire du MMA à nos yeux, en tout cas. Jab Culture se lance dans une grande aventure qui va durer plusieurs mois pour vous dévoiler tous les noms qui ont fait et fabriqué ce sport qu'on aime tant. Bienvenue dans le top 50 all-time du MMA, première partie. Et Aldric, on se retrouve, je le disais, Jab Culture numéro 26, la grande aventure du top 50. On vous le promet depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ce top 50 all-time du MMA. Donc on a travaillé, beaucoup travaillé. C'est dur à faire, c'est dur à classer, Aldric, mais c'est parti. On va commencer à dévoiler notre liste. Ouais, et puis un petit mot, mais vite fait, je t'en ai même pas prévenu. J'ai reçu une vingtaine de screens de mecs qui nous suivent sur. Je pense que c'est Deezer, peut-être le truc. Spotify. Mais il y a des mecs qui sont au-delà de 4000 heures, ça fait vraiment, franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci en tout cas pour les petits messages, surtout qu'en plus, quand on m'a envoyé ces messages, j'étais malade. Donc ça fait, ouais, ça réchauffe bien, quoi. Ouais, bah, j'en ai reçu aussi, je pense à peu près autant, et c'est clair que ça fait super plaisir. J'ai répondu à tout le monde parce que merci du soutien, merci de la force, les gars. Et oui, il est encore un petit peu malade, Aldric. Vous voyez le petit bonnet. C'est pas la forme olympique, mais on va faire les podcasts avec beaucoup de passion, comme d'habitude. Exactement. Il est quand même là dans nos studios Ricordia à Nice, Justine est bien sûr derrière la régie, et on est parti pour ce top 50 all-time. On vous parlera aussi en fin d'émission, parce qu'on n'en a pas parlé lundi, de Nicolas Leblond et Yanis Guémouri qui ont des combats très très importants ce week-end, donc on tenait quand même à en dire un mot. Donc ce sera en toute fin d'émission, puisque tu parlais de la communauté, hein, continuez de vous abonner sur YouTube, de faire grandir et avancer ce bousin, et aussi sur les réseaux sociaux bien sûr. La boutique Jab Life est ouverte, jablife.fr, pour les merchandising, exactement, avec une super qualité de produits, donc n'hésitez pas non plus. Aldric, ce top 50 all-time, je le disais, dur à construire. D'abord, on explique un peu les critères. Moi, quand je t'en ai parlé, je t'ai dit le premier critère qu'on doit mettre en compte, parce que ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez dans les commentaires vos top 50 à vous, là où vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. C'est ça qui va nourrir le débat aussi dans cette série. Mais le critère numéro 1, je te l'ai dit, la subjectivité, Aldric. On assume ça. C'est notre top 50 du MMA. Donc, venez pas nous prendre la tête pour « mais lui, il devrait être 42 et pas 43 ». C'est notre vue à nous, avec des critères aussi objectifs, bien sûr, les accomplissements que tu as fait dans ce sport, la domination sur une période, une catégorie, la qualité de victoire, d'opposition, des carrières sur la longueur ou non, l'impact sur le sport en soi, sur le développement et le sportif aussi. Et aussi, hein, et vous allez le voir, je pense, dans cette première partie qui va aller de 50 à 41, un hommage finalement à l'histoire du MMA, Aldric. À qui a fabriqué ce sport ? J'aime bien ce côté subjectif quand tu me l'as donné, parce que l'idée, c'est pas de dire qui a le meilleur nombre de points Fight Matrix sur les 50 meilleurs, parce que pour moi, c'est pas comme ça. C'est dans la construction du sport, dans les qualités qu'il y avait en avance, tu vois. Parce que des fois, on regarde sur l'UFC Fight Pass des anciens événements et on se rend compte que certains combats ont très mal vieilli. Oui, mais d'autres, ils sont presque d'actualité. Tu avais des styles déjà des mecs. Alors, il manquait un petit peu de... Peut-être que ça manquait un petit peu d'impact physique, peut-être que ça manquait de préparation ou de choses comme ça, mais en tout cas, il y avait déjà cette tridimension. Et c'est eux qui ont fait grandir ce sport en premier. Et donc, c'est super intéressant de faire ce top, parce que ça permet de rendre hommage à des mecs. D'ailleurs, là, je suis sûr qu'il y a la moitié de nos auditeurs qui vont aller googliser derrière, parce que même si on a un super travail de Justine qui va mettre les photos et tout, mais je pense qu'il y a des noms qui sont complètement inconnus, quoi. Je pense qu'il y a certains noms qu'on va avoir déjà dès ce premier épisode. Tapez le nom plus highlight derrière. Il y a des mecs, vous allez halluciner, je vous le dis tout de suite. C'est évident. Deux petites précisions. On n'a pas mis les femmes dans ce top 50, parce qu'on en fera sur le dernier épisode, quand on dévoilera notre top 10. On fera un top 10 féminin aussi, Aldric, comme ça on aura le double truc. Je pense qu'en fait, on se rapprochera plus de critères beaucoup plus précis quand on sera proche de la première c'est place. pas le même âge aussi, Alex, aussi, parce que le MMA féminin, il a 10 ans, voire 15 ans de moins que le MMA masculin. Donc, même 50 noms, ça aurait été on est honnête, ça aurait été dur à trouver pour les femmes. C'est pas la même histoire, elles ont commencé bien plus tard. Tu vois, là, on est parti loin, loin, loin. Le MMA masculin, notamment au Brésil, il a commencé avant les années 93. Donc, tu imagines, le MMA féminin, il a commencé en 2015, finalement, en 2014, tu vois. Donc, c'est pas du tout la même longévité. Et du coup, je pense que sur les filles, on pourrait faire éventuellement un top 15, mais rien de plus. Ouais, allez, tu peux monter 2009, Carano Cyborg. Ouais, Gina Carano, tu vois. Exactement. Puis un peu avant. Tate, c'était au Japon, en fait, tout à fait. Mais sinon, c'est compliqué, quoi. Il faut dire un nom, et je suis content qu'on le dise là, en France. Moi, une fille qui m'a beaucoup inspiré, c'est Tévissé. Elle le sait, tout le bien que je pense d'elle, parce qu'on s'est déjà passé pas mal de messages et tout. En plus, elle donne beaucoup de force à Manon. Mais c'était une des seules filles qui était pro à mon époque où j'ai commencé. Elle était pionnière, ouais, complètement pionnière. Je me souviens. Smack Girl, je crois que c'était. RMC l'avait mis dans un des films aussi où elle parlait de tout ça. Non, c'est une tueuse. Un nom pionnier et elle était déjà très complète. Il y avait déjà des liaisons, un gros travail de sol.
Mais ouais, les filles, il faudrait faire éventuellement un top 15. Mais tu sais que Tevi, je pense qu'elle aurait sa place, hein, je pense, dans ce top 15, hein, si on en faisait. Ouais, c'est possible. En tout cas, on verra ça, on le fera à la fin. Et donc aussi le côté, parce que je sais qu'on va nous attraper là-dessus, parce qu'on va avoir des noms du passé. Oui, le MMA au tout début, et tu l'as raconté plusieurs fois dans notre Jab Culture, il y avait des mecs, ils n'étaient pas chargés calo. Mais voilà, on s'est dit, nous, ce qui nous a fait vibrer aussi, quand je disais subjectif, c'est aussi l'eye test personnel, tu vois, les mecs qui nous ont vraiment apporté du plaisir. Et puis, si à l'époque certains étaient un peu chargés, écoute, c'est l'histoire de ce sport, Aldric. Ouais, écoute, nous, on n'est pas à la FLD, quoi. On analyse des combats qui se sont passés, point final. Je voulais un hommage parce que je sais que tu aimes la NBA comme moi et que moi j'ai eu cette idée aussi de faire le top 50 du MMA. Ça fait longtemps que je voulais la faire, mais grâce au mec de Trash Talk, la chaîne YouTube sur le MMA, Bastien, Alex, Léonce, toute l'équipe, je les suis depuis Moi, très je regarde longtemps. souvent aussi. Ouais. Ils avaient fait leur top 100 de la NBA que j'avais suivi du 100 au numéro 1. Ils font souvent des top 10 et on va bientôt lancer une série Aldric aussi de nos top 10 sur le MMA avec plein de thèmes. Et donc voilà, je voulais leur rendre un petit hommage parce que c'est pas eux qui ont inventé les top 10 ou 100. Mais ils le font très bien. Mais ils le font magnifiquement bien. Et si vous aimez le basket et que vous connaissez pas Trash Talk, à mon avis, ça n'existe pas, mais allez-y, n'hésitez pas. C'est une super chaîne vraiment. Donc big up à eux. Avant qu'on rentre dans notre 50e et qu'on déroule jusqu'à 41, tu avais des mentions. Tu as des mecs que tu n'as pas réussi à rentrer, que tu veux citer comme ça au passage quand même. Donc, ils sont pas dans tes 50. Ouais. Tous ces Japonais un peu qui avaient au Pride dans cette époque-là, les Akiro Gono, les Deijiro Matsui, tout ça, parce que en fait, c'est des mecs qui faisaient dans la vie de tous les jours 80 kilos et qui sont allés se attraper des combats avec des Wanderlei Silva et tout. Et je pense que voilà, ces noms-là méritent d'être donnés. Alors, ils n'ont pas fait assez pour moi pour être dans le. On parle quand même des 50 meilleurs combattants de tous les temps. Donc, c'est compliqué de mettre un Deijiro Matsui, tu vois, ou ce genre de choses. Mais quand même, ils méritent qu'on cite leur nom comme ça. Parce que. En japonais que j'ai pas mis, parce que j'en ai mis quelques-uns quand même, tu me connais. Hayato Sakurai. Ouais. Moi, je l'ai mis. Tu l'as mis? Ouais, okay. parce que il est passé pas loin, il est dans mes mentions pas pareil, assez hautes. Je te dirais pourquoi après, mais le règne du Shooto, des mecs qui ont fait et le Pride, et le Shooto, et l'UFC, ça court pas les rues, donc pour moi, il méritait son nom. J'en ai quelques-uns qui ont fait ça aussi, tu vas voir. Mais sinon, des mecs comme Dev Mene, Pat Miletic, pour moi, ils méritent. Mais tu sais que c'était pas très loin, quoi. Je pouvais presque faire un top 50 Japon, hein, en vrai, ouais. avec l'impact qu'ils ont eu dans l'histoire de ce sport. Pour moi, Brésil, Japon, États-Unis, c'est quand même les 3 pays qui ont le plus impacté ce sport. Allez, je te donne encore 2 noms et on arrête là. Renato Babalu, Sobral, parce que moi, franchement, ça aurait mérité, et Pat Miletic pour la construction. Parce que Pat Miletic, c'était un combattant, mais derrière, ça a été un des tout premiers à avoir un gym fort, en plus. Le gym, tu vois, avoir beaucoup d'individualité, ça a été un des premiers grands coachs de ce sport. Donc, pareil, il n'y est pas, mais c'est bien qu'on l'ait cité avant. 2-3 noms que j'ai pas pu rentrer non plus. Tu en as peut-être certains d'ailleurs, mais qui étaient pas loin de passer le cut. Mark Coleman. Il y est. Vitor Belfort. Il n'y est pas dans celui-là, mais il y sera. Ok. Après, c'est là où on va voir nos goûts personnels aussi. Tony Ferguson. J'ai adoré à son prime, mais voilà, pour moi, il a pas fait. J'ai pas mis. Patricio Pitbull, quand même, pour l'impact qu'il a eu. C'était pas à l'UFC, mais il y a eu de l'impact. J'ai pas mis. Tu vas peut-être m'assassiner. J'ai pas mis Royce Gracie. Pour moi, sa place, elle mérite. Elle est avant 41 aussi, moi. Donc voilà, c'est un spoil pour la fin. Mais... C'est un truc d'honneur, en fait. Tu vois, c'est une sorte de totem d'honneur, Royce Gracie, tout en haut. Tu vois, c'est le papa, quoi. Enfin, le patriarche du MMA moderne. Mais j'ai pas pu le mettre. Chad Mendes, que j'ai adoré, moi. J'ai pas pu le mettre. Dos Anjos, je voulais citer parce que j'ai pas pu le mettre. Carlos Condit, j'ai adoré et j'ai pas pu le mettre. Ricardo Arona. Et en dernier, et là, je vais faire hurler. Comme ça, on commence par faire hurler dès le début. Faisons hurler. J'ai pas mis Francis Ngannou. Ok. J'ai pas mis Francis Ngannou et tu l'as? Pareil. Pas ta place, pas aujourd'hui. Mais tu l'as dans les 50. Ouais. Okay. On en reparlera à ce moment-là pourquoi moi je l'ai pas mis en fait, parce que l'impact est énorme mais trop court. Par contre, dans certains top 10 que j'ai préparés, certains thèmes, il va être très très haut ce mec-là. Mais dans ce top 50 là, moi personnel, il n'y sera pas. Donc commencez déjà à gueuler dans les commentaires pour tous ceux qui adorent Francis. Commence à énerver les gens dès le début. Et il y a des mecs, tu peux pas les mettre, mais ça m'a fait marrer de revoir ce Dan Severn, il a quand même 120 combats de MMA, ce mec-là, dans sa carrière. Ouais. Rien que pour ça, c'est une dinguerie. Alors, les oppositions sont assez faibles, mais pour ça, c'est une dinguerie. On entame... Avec sa maman dans le coin, souvent. Oui, tout à fait. Monsieur, et puis le pionnier de la lutte dans le MMA, de l'arrivée de la lutte dans cette discipline-là, dans les débuts de l'UFC. On y va, Aldric? 50 à 41, la première partie de ce top 50 MMA all-time. C'est qui ton numéro 50? José Pelé Landi. José Pelé Landi, qui doit aujourd'hui avoir 52 ans,
C'est le père un petit peu de la shoot box avec Rudmar Fredrigo et compagnie. Son premier combat, je crois qu'il date de 93. Il a fait, dans ces années-là, jusqu'en 97, c'était, je pense, un des meilleurs combattants du Brésil, voire le meilleur combattant du Brésil. Hum, Pourquoi ça n'a pas marché l'époque du Pride? Parce que je pense que c'est vraiment une question de catégorie de poids. Il avait déjà un jiu-jitsu correct et une très très bonne boxe taille, mais par rapport au gros mec du Pride, ça manquait un petit peu de poids. Néanmoins, 97, tu as déjà des guerres contre Evangelista Santos, le mari de Christian Cyborg. D'ailleurs, elle lui a volé son surnom. C'est lui qui s'appelait Cyborg en premier. Mais c'est compliqué à raconter comme ça parce qu'on est dans un bureau à 3 avec Justine, mais ça a soulevé le Brésil. Evangelista Cyborg Santos contre José Pelé en 97, c'est comme une finale de Coupe du Monde à cette époque, tu vois. Donc, il a fait des runs de fou. Donc, il bat Cyborg en 97. Il a battu vraiment Jorge Pereira, qui était invaincu aussi. Il le bat en 98. Franchement, il a fait des trucs de fou. Et puis l'influence globale. Ouais, elle est énorme. Et bien sûr, la formation, parce que avec Vanderlei, un petit peu moins. Mais c'est lui qui a formé les deux frères Rua aussi, tu vois. C'était carrément. C'est d'ailleurs, si vous faites attention, dans leur premier combat, ils rentrent avec des raches, shoot et box, Team Pelé. Pour te dire l'influence qu'il a eu sur ce MMA. Et ouais, même si c'est vrai que vous allez regarder ses combats contre Dave Mene, il perd. Au Pride, il n'a pas fait justement contre le fameux Deijiro Matsui, il a perdu, tu vois. Mais parce qu'il s'est fait un peu ragdoll, tu vois, à l'époque. Et contre Carlos Newton, il se prend un clé de bras. C'est vrai qu'il y a certains combats qui n'ont pas super bien vieilli, mais il était à l'origine d'un truc. Ce mec-là, il a trop construit dans le MMA pour pas que je cite son nom. Mais c'est marrant parce que ces premiers exemples, et sans se concerter, parce que sachez-le, on ne connaît pas les tops de l'un de l'autre au moment où on vous les fait. Mais sans se concerter, je sais que quand on s'est parlé avant l'émission, ce 50 à 41, on va rendre beaucoup d'hommages en fait, à des mecs qui ont représenté une époque, qui ont marqué leur temps et leur passage. Et il y a des mecs même qui ont beaucoup de défaites. Il y a des mecs même qui ont perdu contre les grands, mais qui méritaient la mention pour tout ce qu'ils ont, les pierres qu'ils ont apportées à ce MMA moderne. Et Pelé en est un premier exemple, je trouve. Donc ton numéro 50. Et mon numéro 50, Aldric, il est ukrainien, mais il est né en URSS. C'est Igor Vovchanchyn. Ah, alors là, on a un commun, je l'ai aussi dans mon top. Tu l'as aussi dans ton top. Donc c'est top. Donc ça, Igor c'est bien. Vovchanchyn, c'est 56 victoires, 10 défaites en carrière. C'est une carrière entre octobre 95 et août 2005. C'est une époque du MMA, Vovchanchyn. Il a beaucoup marqué le Pride, où il n'a jamais été champion ni gagné un Grand Prix. Mais avant le Pride, déjà, c'est que des tournois, alors souvent dans l'Est, mais en open weight, no holds barred, donc pas de règles. Lui, il se battait en poids lourd et il faisait 1m70. 70, ouais. Il y a des highlights. Tapez Igor Vovchanchyn sur YouTube et highlights. Vous allez voir des combats où il affronte des mecs, mais des Golgoths qui font 2 têtes et demie de plus que lui et qui chaotent d'une façon absolument extraordinaire. Et même au Pride, il finit avec un 18-8 de record au Pride. Alex, 18-8 au Pride, c'était dur le Pride à cette époque. Il a beaucoup des records, Aldric, au Pride. C'est le deuxième plus grand total de combats au Pride, 27. Le deuxième plus grand total de victoires, c'est 18 dont tu viens de parler. 10 KO, TKO, c'est le troisième total au Pride aussi, où ça s'envoyait des KO quand même. Il a la plus grande série d'invincibilité du MMA. 40 combats de suite sans perdre. Il a le deuxième plus grand total de victoires par KO de l'histoire du MMA. Il a aujourd'hui un tournoi à son nom, la Igor Vovchanchyn Cup. C'était une toute petite boule de nerfs. Mais qu'envoyait des sacrés bastos, Aldric. Enfin, c'est quelqu'un qui a marqué son époque, mais tu vois, jamais champion au Pride, jamais vainqueur du Grand Prix. Mais pour moi, tu ne peux pas faire le top 50. Je l'ai mis 50e, mais tu ne peux pas faire le top 50 du MMA sans Igor Vovchanchyn. Là, ça me va. Du coup, je passerai un petit peu moins de temps. Moi, tu verras, il est un tout petit peu mieux classé. Mais oui. Même ses débuts au Pride, au début, il combattait au Pride et il continuait quand même à combattre sur certains événements en Ukraine. Ouais. Mais c'est très très fort ce qu'il a fait. Surtout à l'époque, le Gary Budridge qui bat à l'époque en 98, c'est un Gary. Alors, je sais pas. Oui, il carburait et je veux pas savoir. Mais c'est des belles victoires. Mais c'était vraiment des mecs extrêmement forts. Et c'est le Pride 4, c'est-à-dire qu'il est là au début de la construction de cette organisation mythique. Le Pride 7, septembre 99, c'est Mark Kerr, le combat contre Mark Kerr qui va être transformé en no contest puisqu'il le finit avec des genoux au sol en position 4 points, là où c'est illégal en fait. Donc là, sa victoire est transformée. Mais tu sais qu'à l'époque, pour les rares médias qui suivaient cette discipline naissante, c'est genre qui est le poids lourd numéro 1 au monde. Vovchanchyn affronte Kerr en 99, puisque Kerr il a gagné 2 fois le tournoi poids lourd de l'UFC à ce moment-là. Il sort aussi de l'ADCC où il a été champion. Enfin, c'est genre numéro 1 contre numéro 2 au monde. En 2000, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc c'est des mecs, tu vois, qui étaient
le top mondial de ce qu'on pouvait faire en poids lourd, et comme le disait Aldric, en faisant 1m73. Non, c'est très fort. Je vous le dis, il a même un petit côté, alors c'était pas du tout sa spécialité, mais il a mis une clé de talon au frère d'Overim, par exemple, qui était connu pour ses soumissions. Tu parlais de McCart. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, on ne saura jamais, hein, parce qu'il devait enchaîner derrière avec Ken Shamrock. Il y en a plein qui disent qu'il s'est retiré parce qu'il savait qu'il allait se faire KOT, le père Shamrock. Hein. Ouais. Donc, non, il faisait peur. Hein. Il faisait peur. Exactement. Wolfschatzin, c'est la définition du mec qui te faisait peur. Donc, tu as des limites. Pareil, Mario Sperry, c'est un des pères fondateurs du MMA, puisque c'est le père de pas ATT, de BTT, mais pas l'agence de management de Guillaume qu'on salue, de la Brazilian Top Team, qui est en fait la maison mère en fait de ATT qu'ils ont créé avec Mario Sperry. Et il a battu Mario Sperry. Le pire, c'est qu'il a soumis Mario. Bon, et il l'avait secoué debout avant, quand même. C'est ça. Mais il a soumis Mario Sperry, quoi. Mais comme Overeem, il te le secoue debout, mais il a réussi à soumettre des mecs qui étaient beaucoup plus spécialistes de ça que lui, puisque c'est un ancien kickboxer quand même, Wolfschatzin. Mario Sperry et Murilo Bustamante, c'était vraiment les pères fondateurs et au sol, c'était fort, tu vois. Et lui, il l'a finalisé avec un katagata, avec un triangle de bras. Je lui disais pas de titre ou de Grand Prix au Pride, mais il est quand même finaliste du Grand Prix Openweight en 2000. Ça se note. Il est battu par Mark Coleman en finale d'ailleurs, qui le fait abandonner après des coups de genoux. Enfin, le Pride, hein, c'était quand même autre chose. Et en demi, il bat, c'est quand même une dinguerie le Pride, Aldric, et on va le dire quelques fois pendant ce top 50. Et en demi, il bat Kazushi Sakubara. Donc vous allez réentendre parler dans Stop, je vous le dis tout de suite. Ah bah alors tu vois, on en aura plus que ça en commun. Voilà, vous allez en réentendre parler de monsieur le Gracie Killer. Et Sakubara, pour aller en demi, il sort du combat de 90 minutes contre Royce Gracie. Il a fait 90 minutes de combat. C'est Elio qui demande à Royce d'arrêter. C'est une folie, il a fait 90 minutes et il va en demi le même soir. Et il refait 15 minutes du premier round. Il y a un draw, ils doivent faire le deuxième round pour décider le vainqueur. Et là, le coin Sakuraba dit c'est bon, ça fait 105 minutes de combat ce soir. Il faut qu'on arrête les bêtises. Et c'est comme ça que Wolfschatzin va en finale contre donc Mark Coleman qui le bat. Nom énormissime de l'histoire du MMA, Aldric, Igor Wolfschatzin. Ton numéro 49. Alors, hop, je reprends mon truc. Carlos Newton. Oh. Alors, pourquoi Carlos Newton ? Il est dans mes mentions, il est dans les noms des mentions. Parce qu'il finit au final avec un 16-14. Je ne l'avais pas précisé, mais 16-14, ce n'est pas un record de dingue. Mais pourquoi Carlos Newton ? Déjà parce qu'il a touché et au Pride et à l'UFC. Et ça, déjà, des mecs qui ont fait les deux, c'est très rare. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont peu nombreux. Après, c'était un des pionniers, je trouve. Une boxe pas exceptionnelle, mais une anglaise assez solide. Et un sol de très très haut niveau. Et je trouve qu'à cette époque... pionnier de ce jeu un peu complet. Ouais, à cette époque, c'était ce qui se faisait de mieux quasiment, Carlos Newton, tu vois. Il est allé... et il a relevé tous les défis. Je parlais de Pat Miletich pour la ceinture de l'UFC, qu'il a gagné contre Pat. Le 2001... c'est la ceinture Walter de l'UFC et Carlos Newton, il peut se targuer de dire je suis champion Walter de l'UFC. Il bat Pat Miletich, même si derrière il repère la ceinture contre Matt Hughes. Et je trouve ça. Et en plus, il arrive avec un run assez intéressant. D'ailleurs, il perd contre Sakuraba, mais il bat le fameux Daijiro Matsui au Pride. Il regagne au Pride contre Yui Sano. Il regagne au Pride contre Joel De Oliveira, qui était à la BTT à l'époque, je crois. Et tu vois, c'était... Voilà, le mec arrive, il fait le Pride du UFC, il arrive à briller dans les deux KT. On rappelle quand même que Matt Hughes, il est KO, il est endormi quand il... Regardez le combat, en fait, il fait un triangle à Matt Hughes qui le soulève, qui perd connaissance dans les airs. Et en retombant, en fait, il met KO Newton, mais c'est le sol qui réveille sa tête et ils sont quasiment KO tous les deux. Je te parle d'un truc improbable et ils ont fait des combats de fou. Ces mecs-là, ils allaient au bout du bout. Et ne serait-ce que pour ça, voilà, des mecs qui ont commencé dans le MMA en 96 et qui avaient un style déjà si complet. Voilà, pour ces raisons-là, je trouvais impossible de pas faire de top sans Carlos Newton. J'aime bien. Il était dans mes noms de mention parce que je ne les ai pas tous cités, mais il était dedans. Mon numéro 49, Aldric, qui nous vient des Pays-Bas. Bas Rutten. Ok. Monsieur Bas Rutten, c'est 28 victoires, 4 défaites et un nul en MMA, c'est carrière entre 93 et juillet 2006. Mais c'est surtout pareil, c'est une époque en fait. Ouais, c'est ça que je voulais même mettre en avant. Là, c'est même pas, c'est le Pancras Japon. C'est le champion de l'openweight Pancras au Japon. Ça a des combats contre Ken Shamrock, il y a des victoires contre Ken Shamrock. Il y a aussi Masakatsu Funaki que j'aurais
c'est pas pu, j'aurais dû citer dans mes mentions aussi, énorme nom du MMA japonais. Il a beaucoup de japonais à son tableau de chasse, même si tu as du Shamrock 2 fois, du Maurice Smith 2 fois, Alors du Vernon pour White. expliquer vite fait, parce que là, par contre, je pense qu'on en a perdu un paquet, Alex. Il y en a beaucoup, à mon avis, le pancras Japon. Et surtout qu'en plus, C'est autre le chose. pancras, ça a continué par la suite et c'est devenu du MMA. Mm. Mais à cette époque-là, les gars, le pancras, c'est main ouverte. Alors, c'est pas des claques. Au Japon, ils appellent plutôt ça des atemi. Donc, tu as le droit de claquer avec l'intérieur de la main. Tu as le droit de porter ou non des protèges tibia, mais c'était un peu compliqué, ça, pour être honnête En effet, avec vous. le striking, il met des grandes claques, Basrouten. Dans la majorité des cas, c'était protège tibia quand même qu'il fallait. Il met des grandes claques. Et en fait, si tu faisais une soumission un peu comme au catch, mais que les cordes n'étaient pas loin, il y avait une règle qui s'appelle rope escape. Il suffisait de saisir la corde et ça mettait fin à la soumission. Voilà, donc on est vraiment dans de l'hybride entre du catch et du MMA. Mais ça se regarde bien. Moi, j'ai bien aimé à cette époque. Quand j'ai pu avoir accès à ces vidéos, j'ai très vite regardé, moi. C'est très hybride, mais en fait, il y a aussi Minoru Suzuki que j'aurais pu citer. C'est les fondateurs avec Funaki de ce pancras. Mais en fait, tu vois, c'est le côté, c'est une pierre. J'aurais pu mettre Funaki, en fait. Je vais te dire pourquoi j'ai mis Basrouten et non Funaki. Mais c'est une pierre de la construction de ce sport, le pancras et cette époque-là. Entièrement d'accord. Basrouten, pour Fight Matrix, c'est le combattant de l'année en 96. Mondial, donc c'est quand même, ça blaguait pas à l'époque ses qualités. Il y a quand même un côté complet, même si c'est le striking avant tout, c'est un ancien du kick et du muay thai, mais il y a un peu de sol, il y a des choses, tu vois, on commence à avoir un jeu quand même un peu complet. Ouais, c'est même pas de la Stockton Slap, ce qu'ils mettent, c'est vraiment des grosses mandales comme ça. Ils appelaient ça des atémis. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, pourquoi je le mets? Déjà, il y a 2 points assez intéressants plus qu'un Funaki. Il finit sa carrière, et c'est rare parce que souvent nos légendes, elles finissent la carrière un peu avec beaucoup de rouge sur le Tapology. C'est 22 combats sans défaite, sa fin de carrière. Sa dernière défaite, c'est Shamrock, Ken Shamrock, mars 95 au pancras. Après, il perd plus du tout jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est quand même marrant parce que c'est pas du tout la même UFC, mais il fait 2 combats à l'UFC et il est champion heavyweight de l'UFC. C'est vrai. Il est champion en mai 99. Il bat Kevin Randleman pour le titre vacant. Il le défendra jamais, c'est son avant-dernier combat. Il se blesse et puis voilà, il rend la ceinture et il quitte l'UFC. C'est pas du tout le mastodonte qu'est l'UFC aujourd'hui. Mais le clin d'œil qu'un mec qui a construit le pancras avec tous ces noms que j'ai dit et était champion de l'UFC, qui est aujourd'hui le mastodonte de nos sports, je trouvais que ça méritait sa place dans le top 5. Ouais, mais je valide. C'est bien. Et puis, c'est bien, on va pas se disputer qu'on ait des noms différents, parce que si on a à peu près les mêmes, même s'ils sont pas classés pareil, c'est pas cool. C'est bien ce que. C'est parfait d'avoir. C'est encore mieux d'avoir de la diversité. Parce que tu sais, et vous savez tous, que à partir du numéro 20 à peu près, on va avoir les mêmes noms, Aldric, on va pas se mentir. Peut-être pas le même ordre, mais les noms, ça va être difficile de surprendre l'autre dans les premières places. Alors que dans les dernières, on peut s'amuser un peu plus selon nos sensibilités personnelles. N'hésitez pas, si vous connaissez pas Basrouten, allez voir, vous allez, comme dit Aldric, une sorte d'hybride de MMA catch. Vous allez vous marrer à voir ça et voir quel était notre sport à l'époque. Numéro 48, monsieur Cassata. Alors là, je vais te donner un nom, et quand tu vas te donner le nom, tu vas pouvoir me dire « Ah ouais, mais Aldric, t'es pas allé chercher si loin ?» Bah si, il a commencé très très tôt, en 98 au Canada. C'est le mec le plus... En tout cas, quand il a commencé à apparaître sur la scène internationale, c'est le mec le plus complet, moi, qui m'a été de voir. Je vais te parler de Denis Kang. Oh oui. Denis Kang. Et encore, moi, je trouve vraiment que par des faits personnels, aujourd'hui, d'ailleurs, patron d'un très beau gym à Vancouver, Denis, s'il nous regarde, grosse dédicace. Et t'imagines que c'est un des premiers mecs en MMA qui avait une très bonne lutte et qui était black belt de jiu-jitsu à être sorti en 2004 et aller chercher le top du top. Alors même si ça s'était pas très bien passé, parce qu'il avait pris un KO contre Kao Klai, mais il était sorti défier l'un des meilleurs kickboxers de la planète dans ses règles. Donc pour moi, Denis Kang, c'est un phénomène et je pense qu'on l'a pas vu à son vrai niveau. C'est-à-dire qu'il a fait des super trucs. Hein. On l'a vu mettre KO Murilo Ninja Rua, étrangler à Marciolev, battre Akiro Gono. Il a fait des dingueries au Pride FC, des dingueries absolues. Malgré tout, moi je pense qu'on l'a pas vu à son vrai niveau. On n'a pas eu le prime, quoi. Non, Ouais. non, et même je pense qu'il était un peu en dessous de ce qu'il faisait à l'entraînement dans ces règles-là, mais voilà, on pourrait en citer encore. Hein. Le draw majoritaire contre Paolo Filho, qui était une légende de l'époque. Le combat de ouf contre Melville Manouf qui se finit avec un genou pleine tête où il perd. Voilà, il y avait des combats vraiment de fou. Et ce mec-là, il a occupé la scène entre 97, 98 jusqu'en 2012, Alex.
Donc rien que pour ça, il mérite d'être dans le top. Et très intéressant, je trouve que c'est vraiment un des premiers mecs qui est arrivé en MMA avec une anglaise vraiment lourde. Je vous parle de ça, on est quand même en 2000, dans les années 2000, 2004, 2005. Euh, à l'époque, il y a soit des mecs qui sont vraiment, vraiment forts debout, à la Igor un petit peu, Mhm. soit, mais vraiment un mec qui arrive, qui a une anglaise lourde, qui est capable de lutter et qui est ceinture noire de jiu-jitsu, ça n'existe pas à cette Non, époque-là. t'as soit ça, soit des mecs qui au sol sont des tueurs C'est absolus, ça. mais qui ont vraiment que ça en spécialité. J'en ai un là dans les 10 qu'on va dire aujourd'hui. Mais oui, c'est plus spécialiste. C'est C'est beaucoup, ça. beaucoup, beaucoup plus spécialiste. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est le premier combattant un peu moderne de l'ancienne ère, tu vois. Et pour ça, il méritait sa place. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a même des noms qu'on va citer qui, par rapport à des mecs d'aujourd'hui qui sont C'est pas ça. champions, si tu prends le niveau intrinsèque, sont peut-être moins forts, parce que moins le jeu complet. Ah, mais Alex, Mais ils ont aujourd'hui, tu marqué leur prends époque. 5 mecs les 5 mecs du top 10 de chaque caté majeur à l'UFC et ils balayent certains. Certains des noms qu'on a. Ouais, je suis d'accord. On n'a pas dit qu'on le construisait comme ça. Non, pas du tout. C'est plus intéressant de le faire comme on l'a fait de nous. Mon numéro 48, c'est le premier nom qui va parler à beaucoup plus de gens, pour le coup. J'attends J'ai avec pas pu le impatience. mettre ailleurs. Je pense que tu l'as. Je suis pas sûr du tout que tu l'aies, en fait, maintenant que j'y réfléchis. Il a été champion, light heavyweight à l'UFC. Il est brésilien. Lyoto Machida. Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Non. Je l'ai mis en 48 parce que moi, c'est quelqu'un, je sais, qui a beaucoup marqué les esprits avec son style de karaté. Bah non, hein. Ouais. Mais maintenant, elle parle souvent de lui. Ouais, je suis d'accord. Tout ce qui a inspiré tous ceux qui venaient du karaté. Et je sais que maintenant, on en avait déjà parlé avec elle, ce style karaté Shotokan aussi. Il y a des KO complètement iconiques, hein, les deux front kick contre Couture et Belfort. Enfin, ça a été champion à l'UFC dans une période où les light heavyweight, c'est quand même le sommet de la pyramide. Et, Non, puis c'est vrai ce que tu dis. À l'époque, personne ne savait qu'il était ceinture noire de jiu-jitsu. Il s'en servait pas. non, T'imagines? il se mettait à striker les mecs Ouais. et à envoyer des gros coups. Il y avait ce style quand même de karaté qui faisait moi j'adorais le voir combattre parce que très chiant, parce qu'il arrivait à avoir une distance qui était impossible à gérer pour les mecs. Hop, il arrivait à exploser d'un coup. Il a vraiment apporté ce style-là dans le MMA qui je trouve n'existait pas, ou enfin existait. Il y avait eu des mecs qui avaient un peu ce style-là au Japon, même et ailleurs, mais au plus haut niveau Ah comme non, ça. non, à ce niveau-là, t'as raison. Ouais, voilà. Non, Dans non. une UFC qui commençait quand même Non, à non, devenir. t'as raison. On est 4-5 ans après, tu vois, le TUF 1 et après l'explosion avec Lidl et tout. Donc ça commence à devenir un gros mastodonte. Parce que l'UFC. souvent, on confond. Georges venait pas du tout de ce karaté-là. Hein. Mm. C'était pas du tout ça son footwork. Il venait du karaté Kyokushin, Georges, qui est un karaté beaucoup plus statique et qui insiste sur la puissance et l'impact des coups de pied. Non, Lyoto Machida, assurément, il a réinventé le style du déplacement karaté Shotokan, parce que ce karaté, en fait, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais il a marché plus en France et au Brésil que partout dans le monde, voire même au Japon, en fait. C'est-à-dire qu'au Japon, entre le Deido, le Kyoku, il y a vraiment match. Tu vois. Ils ont réussi à l'adapter bien. Eux, quoi. ils ont Ouais. fait du karaté tradi en France et au Brésil, et ça a beaucoup marché. Et notamment au Brésil, ils sont un peu plus dans l'impact quand même. En France, il y a plein de karatékas. T'en avais reçu un au RMC Fighter Club de karatéka comme ça. Ouais, Steven Dacosta, voilà. le champion olympique. Même, je lui fais un petit clin d'œil. David Donna, j'aurais adoré moi le voir en MMA, l'athlète que c'est. Dommage que ce soit arrivé un peu tard, tu vois, et qu'il soit un peu âgé, Davy. Mais c'est vrai que au Brésil, ils ont pris les paramètres techniques de ce karaté Shotokan, mais ils mettaient déjà de l'impact quand même, parce que tu sais qu'au Brésil, tu peux pas faire sans impact. C'est la base. Tu vois, donc, mais oui, c'est un précurseur, Machida, c'est très bien. Et il appelait ça même dans l'interview, c'est le Machida karaté. Tu te souviens? Et t'as raison, et ceinture noire de JJB, mais qu'on n'a pas tellement vu que ça. Mais à cette époque-là, il a aussi été challenger du titre middleweight contre Chris Weidman à l'époque. Il est combattant de l'année en 2009 quand il prend la ceinture light heavyweight pour plein de magazines, Black Belt Magazine, d'autres médias spécialisés de MMA. C'est un mec qui, je trouve, a apporté un style et a marqué une époque. Mais ils avaient leur propre dojo de famille. Il y avait son frère qui combattait aussi. Je crois que c'était Ryuta, mais il a été moins fort quand même. Dans ses 6 premiers combats, tu as des victoires sur BJ Penn et Rich Franklin. 6 premiers combats en carrière, quand même. J'ai noté. Il y a Thierry Sokuju, quand même, qui l'a battu. Hommage. C'était un sacré animal. Ouais. Tu as des défaites aussi. Hein. Tu as des grosses défaites. Tu as John Jones, bien sûr. En fait, un Machida, beaucoup de gens dans les fans modernes vont s'en souvenir pour la guillotine de Jones. Quoi. Et le côté, il tombe inanimé. Mais Machida, c'était un sacré combattant et qui a vraiment marqué son temps, Aldric, je trouve. On passe au 47. Numéro 47. Alors. Il a un record négatif au Pride, 1-6. Il a un record négatif à l'UFC, 1-2. J'adore. Il finit en carrière à un record de 65 victoires, 41 défaites et 9 draws. Et c'est mon représentant du Pancras
Japon et qui a après dérivé vers plein d'autres sports. Et je vais expliquer après pourquoi il a autant de défaites, mais c'était un combattant fabuleux, Yuki Kondo. Yuki Kondo. Tu Super. vois, moi, parce qu'on peut pas prendre 10 représentants que seul truc. Non, et moi en plus, je me suis dit, si je mets que des mecs qui viennent de ces écoles japonaises, à un moment, c'est superbe que tu l'aies mis. Et pourquoi J'adore. je mets Yuki devant, enfin, pourquoi je mets pas Bass et je mets Yuki? Parce qu'au niveau des challenges qu'il a relevé, alors il faut comprendre un truc. Yuki Kondo, dans la vie de tous les jours, mais vraiment, j'abuse pas. Moi, je me suis entraîné avec lui au Japon. Il fait moins de 80 kilos. C'est-à-dire qu'il doit faire entre 72 et 75 kilos pour 1m78. Et ouais, alors tu vois, je t'ai cité un record négatif au Pride, mais maintenant, il faut mettre un peu de contexte. À l'époque, au Pride, tu as un monsieur qui s'appelle Vanderlei Silva qui doit peser à peu près 110 kilos le jour du combat. Il n'y a pas de test antidopage, il n'y a rien du tout. On demande à Kundo s'il veut faire et il dit oui. Tu vois, voilà le genre de challenge que ce mec-là a relevé. Donc, c'est une absolue légende. Alors, le Pride, tu as vu, c'était fou, mais il n'avantageait pas les combattants japonais, vraiment. Ils lui ont mis Phil Baroni aussi, qui était énorme. Et pourtant, il n'a pas fait un mauvais combat. Mais contre Vanderlei, pardon, il n'a pas fait un mauvais combat. Il fait un premier round très courageux, mais il finit par se faire tomber au sol et enchaîner. Mais tout ça pour dire qu'ils lui ont mis Evangelista Cyborg, qu'il arrive à battre d'ailleurs, juste après la défaite contre Vanderlei. Donc voilà, il bat Mario Sperry aussi, le fondateur de BTT. Ils l'ont mis contre Josh Barnett, qui était poids lourd, Alex, au pancras. Je veux dire, à cette époque-là, il n'y avait vraiment aucune tolérance. Je parle d'un mec qui fait 75 kilos, on lui met Josh Barnett, qui devait être à l'époque à peut-être 112, peut-être 113 kilos, tu vois. Donc oui, il y a beaucoup de défaites, mais le run est fou. Il était déjà très complet, puisque tu prends ses victoires au pancras, il y a du KO, des étranglements arrière, des KO, du docteur stoppage. Donc il y a vraiment de tout. Il a emmené Dan Anderson, pareil, qui était Cyril Diabaté, on parle très bien dans la vie de tous les jours, il fait 100 kilos, Dan Anderson. Il l'a emmené en split décision au Pride. Il emmène Vov Shangshin à la décision. Et le Dan Anderson du Pride, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Pareil, il perd contre Vov Shangshin à la décision, Alex. Tout ça avec un petit bonhomme de 75 kilos. C'est un phénomène je pense qu'il méritait vraiment qu'on le cite dans ce truc parce que je vous parle même pas de MMA, je vous parle de défi physique. Aujourd'hui, tu as des mecs qui pull out un fight parce qu'il y a 4 kilos d'écart. Je dis pas que c'est pas bien de faire bien ça. sûr, ça s'est professionnalisé, mais c'est la base. C'est-à-dire que ce que tu fais comprendre avec un mec comme Kondo, de l'avoir, ce sport, il est né comme ça. C'est ça. Il est né en mettant des mecs de différentes spécialités face à face. Il est né de mettre des mecs qui ont 20 kilos d'écart face à face. Et finalement, c'est des fois le petit qui gagnait. C'est la base de ce sport. Quand on lui met Roger Gracie, on le met en moins de 93. Un mec qui fait 75 kilos. Et il prend Roger Gracie. Bon, il perd, mais c'était juste pour l'histoire. Ce mec-là a pris tous les défis. Et je pense vraiment qu'il a jamais dit non à rien. Et pour ça, et surtout... Vous regardez aujourd'hui les combats, alors ceux du pancras sont un peu plus difficiles à choper. Ceux du Pride et de l'UFC d'ailleurs, parce que il en a fait 3 à l'UFC, si je dis pas de bêtises, sont un peu plus faciles à choper. Mais tu regardes ces combats, ils ont pas mal vieilli. Ils restaient très techniques pour l'époque. J'avais Bass, mais je citais Funaki, toi t'as Kondo. Enfin, tu vois, un représentant de ce pancras, c'est bien. C'est important d'avoir un représentant comme ça. Moi, j'aime Yeruten parce qu'il y a la ceinture UFC. Je trouve que c'est marrant pour le clin d'œil. Mais ouais, il a sa place. J'ai aucun souci avec tu vois, ton placement. Pour info, il accepte de se battre contre Vladimir Matushenko, qui est un 93 kilos, costaud déjà à l'époque, tu vois. Et il arrive avec ses 75 kilos. Derrière, il prend Paolo Filho. Enfin, ce truc est dingue. Tito Ortiz, Alex, on lui a mis. Le mec, c'était un peu le père fondateur du cut, un peu, Tito Ortiz. Il faisait déjà 100 kilos dans la cage en combattant à 93, tu vois. Et tous ces défis, il les a relevés. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une légende de ce sport, quoi. J'approuve. Le tampon est approuvé, monsieur Castata. Le 47, c'est un mec que j'ai mis parce qu'il a marqué une époque que j'adore et que c'est un animal. Mais je suis pas foncièrement le plus fan de son style ou de ce qu'il a apporté. Qui va nous sortir, moi, Alex ? C'est monsieur Quinton Jackson. J'ai très longtemps hésité. C'est un des mecs que j'ai le plus hésité à mettre dans mon top 50 ou pas. Mais moi, c'est une époque où je regardais beaucoup tout ça. Son époque du Pride. Alors, pareil, il n'est jamais champion ni vainqueur du Grand Prix, puisque Vanderlei Silva cartonne à chaque fois. Mais il représente un truc pour moi, en fait, Quinton Jackson. Il représente vraiment une époque. Il bat quand même Chuck Liddell quand Chuck Liddell vient de l'UFC. Il rentre avec le générique de l'UFC, Chuck Liddell. Exactement. Donc, ça paraît... Aujourd'hui, ça paraît ubuesque avec le monopole qu'a l'UFC, mais l'UFC venait au Pride pour défier, tu vois. On vient défier l'autre orga pour montrer qu'on est plus fort. Quinton Jackson. Et soi-disant qu'ils n'avaient pas mis Tito
Parce qu'il s'entraînait dans le même team que Quinton Jackson à l'époque. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. C'était pas, Chuck, je crois que quand il réintègre le tournoi, c'est pas le champ de l'UFC. Mais c'était Tito. Mais Tito s'entraînait avec Quinton. Donc pour cette raison, ils ont envoyé Chuck dans le tournoi. Donc Chuck se fait battre par Quinton Jackson. Quinton Jackson, ensuite, quand il va arriver à l'UFC, il va battre Chuck Liddell pour lui prendre son titre, alors que Chuck est sur sa série de KO et de défense incroyable. Ce qui était quand même un peu aussi, moi qui suis un amoureux de ce Pride, et je sais que tu l'es aussi, mais c'était des symboles de... C'est quand même une époque où les meilleurs, ils sont pas forcément à l'UFC, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, tu vois. Oui, et, très clairement. Et le mec Très du Pride, il vient, il arrive et il éclate Liddell qui sort de cette série-là. Je trouve que c'est un animal dans la cage, ce qu'il a été capable de faire au Pride. Il est sur la... C'est celle d'Arona, là. Oui, il est tout là-haut. Celle de Ricardo Arona. Oui. Il lui a enlevé des années de vie à Ricardo Arona avec ce truc. C'est 38 victoires, 14 défaites. Sa carrière, c'est entre 99 et 2019. Il y a la fin, il va gagner un tournoi light heavyweight au Bellator, même si c'est sur la fin, il y a moins d'opposition. À l'UFC, il va enfin battre Wanderlei Silva. À l'UFC, il va défendre sa ceinture. Il y a une seule défense, mais c'est contre Dan Anderson, qui est champion à l'époque du Pride. Donc, même si le Pride vient de disparaître, mais donc il unifie dans une certaine façon, il unifie le titre de l'UFC et du Pride dans ce combat-là. C'est juste. Je trouve que ça, tu vois, il y a beaucoup de symboles. Il est combattant de l'année en 2007, d'ailleurs, j'ai noté aussi. Début de carrière, il a été champion au King of the Cage. Mais c'est pas mon style préféré, tu vois. En plus, tu sais que j'aime bien les petits. Mais Quinton Jackson, pour moi, il avait sa place. Je me suis un peu trituré le cerveau, mais il fallait que je le mette dans les 50, mais pas plus haut que ça. Grosse lutte anglaise, ça se suit. Hein. Mais... Animal, absolu. Puis qui est devenu une star. Hein. Il a joué dans beaucoup de films, des séries. Aujourd'hui, il est sur la plateforme Kick là, de streaming. Il fait beaucoup de streaming. Il disait qu'il gagnait un paquet d'oseille d'ailleurs. Je crois qu'il a dit qu'il gagnait plus en streaming maintenant que dans sa carrière de combattant. Enfin voilà, un absolu animal, Quinton Jackson, et qui m'a marqué, moi, une époque très forte où j'étais. Il a une victoire sur Machida, d'ailleurs, puisque j'ai hésité à lequel mettre devant, puisqu'ils sont à la suite l'un de l'autre. Battu par John Jones quand il a eu son combat, quand John Jones était champion et qu'il l'a challengé. Voilà. Et Wanderlei, il y avait une dernière au Bellator. Quand même. En 2018, ils se sont encore affrontés. Donc la rivalité qui durait. Ouais, c'était beaucoup moins excitant, celle du Bellator. Oui, on est d'accord. Quinton Jackson, tu as ta place dans mon top 50 all-time MMA. Numéro 46, Monsieur Cassata. Là, on arrive dans mes dingueries, je te préviens. Ah ouais? Pas dans mes dingueries, mais dans des mecs du cœur. Dans des mecs du cœur. Fidèle à la construction. Alors, il va peut-être pas parler beaucoup en France, mais si tu demandes au Brésil qui est un de tes modèles, il y a beaucoup de combattants brésiliens qui vont sentir ce nom. Il finit avec une carrière à 20-11. Il n'a jamais eu la ceinture de l'UFC, mais il n'en est pas passé loin. Je crois qu'il a fait 2 combats pour le titre. Il s'agit de Pedro Rizzo. Oui. Je connais en plus ton côté brésilien. Je savais que je me doutais que tu l'aurais. Moi, j'ai un MMA qui est... tu sais, des fois, c'est pas pour... souvent, les gens, ils veulent sortir du côté patriote en disant des choses qui sont pas belles sur la France. Moi, c'est pas du tout ça. C'est juste que le MMA, moi, j'ai fait le choix de partir l'explorer à l'étranger. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était loin, Paris, j'avais pas forcément envie d'y aller. J'avais envie de toucher par moi-même et de découvrir. Et voilà, donc ça fait partie de mon apprentissage. Et c'est vrai que Brésil, États-Unis, c'est des endroits où j'ai passé beaucoup de temps. Et donc, je suis très fan de ces mecs qui m'ont aidé à grandir, tu vois. Et Rizzo, pareil, au même titre un peu qu'un Bass-Routen, c'est les premiers mecs qui ont fait des KO low kick, quoi. Donc, l'importance du calf, du low kick, c'est ces mecs-là qui l'ont commencé à l'amener. Puis quand même, un record de 9-5 à l'UFC. C'est quand même pas inintéressant. Non, mais son passage était plutôt bon à l'UFC. Hein. Avec un ratio de KO en carrière de 13 KO, c'est énorme. Donc voilà, je trouve que... Et déjà, un sol intéressant, une boxe taille très très propre. Et pareil, même s'il ne les a pas forcément gagnés, Fedor Emelianenko, Shamrock, Goodridge, Monson, Josh Barnett, Monson une deuxième place, Roman Zentov, Sergei Kharitonov. La liste, bien sûr, Vladimir Matushenko, Randy Couture. T'imagines rien que les noms que je viens de t'envoyer là. Et à ces noms-là, on pourrait rajouter Barnett, Severn et Randleman. Bon, je pense qu'on arrête là. On a compris que ce mec-là a pris que des grands noms dans sa vie. Kharitonov, il aurait mérité sa mention aussi. Ouais. Sergei Kharitonov aussi, il est arrivé avec une... Pareil, il avait une anglaise, surtout dans des catés de poids lourds, il est arrivé avec une anglaise très très intéressante dès le début, c'est vrai. Ah, j'aime bien ton choix de Rizzo, donc c'est ton numéro 46. C'est numéro 47, c'est pas dinguerie que je voulais dire, là il y a beaucoup de cœur qui va parler. Tu nous l'as teasé là, vas-y. Il y a beaucoup de cœur qui va parler. Joseph Benavidez.
Ok. Ouais, Ouais. Joseph Benavidez. Sa femme est plus connue que lui aujourd'hui. C'est vrai, exactement, puisque vous la voyez dans Dans les interviews de... C'est les Megan interviews de Olivi, sa l'UFC. femme. Exactement, c'est Megan Olivi. C'est 28 victoires, 8 défaites. C'est entre Ah, j'aime bien. 2006 et 2021 sa carrière. En fait, pour comprendre qui est Benavidez, il faut regarder qui a battu Joseph Benavidez. Ses défaites, c'est 2 fois Dominique Cruz au WEC, dont une fois pour le titre bantam du WEC. Donc c'était cette orga où il y avait les petites catégories qui a été ensuite absorbée par l'UFC, d'où vient aussi José Aldo. Sinon, c'est que des victoires au WEC. À l'UFC, c'est battu 2 fois par Demetrius Johnson pour la première ceinture flyweight moins 57, puis une défense de cette ceinture flyweight, et 2 fois par Davison Figueiredo pour la ceinture flyweight vacante. Et les 2 autres défaites, c'est Sergio Pettis et Askarov, mais on est plus voilà, sur la fin de carrière. C'est son dernier combat, Askarov. Il a une victoire sur Cerudo, par exemple. Il a perdu que contre des cracks, Joseph Benavidez. Non, mais j'aime bien. C'est J'aime le bien, mec, j'aime bien. moi j'adorais son style pour les flyweights. Il a encore le record de KO à l'UFC pour des moins de 57. Je crois qu'il en a 5 ou 6, quelque chose comme ça. C'était un style très complet, combattant fabuleux. Pour moi, un roi sans couronne, parce qu'en fait, il avait des phénomènes face à lui. Quand tu as Demetrius Johnson ou Dominique Cruz, époque WEC. Dominique Cruz, époque WEC, c'est autre chose. C'est juste que tu es tombé face à juste un tout petit peu plus fort que toi. J'ai Johnson et j'ai Cruz dans mon classement. Vous verrez à quelle place. Mais j'ai adoré ce mec-là. J'ai adoré ce qu'il m'a montré dans la cage. Je ne ratais pas un combat de Benavidez. Et c'est mon hommage de le mettre 46, même devant des Quinton, devant des Machida ou des mecs qui ont plus accompli en termes de ceinture ou choses gagnées. Mais j'adore Joe Benavidez. Ah ouais, non, mais ça a du sens, ça a du sens. Numéro 45. Bah là, par contre, on va pas s'éterniser. Bob Shangshin. Ok, monsieur Bob Shangshin. Parce que on va pas reparler de lui pendant 10 minutes, ça sert à rien. Mais déjà, je vous avais pas donné son record quand Alex l'a dit, c'est 55-10 quand même, donc c'est complètement fou. La plupart des mecs qu'on a dit d'ailleurs là ont plus de 40 combats de MMA professionnels. Et c'était des choses qui n'étaient pas faciles à faire, surtout à l'époque d'Igor, où ce mec-là tapait des tournois déjà dans les années 95, quoi. Des tournois où il y avait 3 combats la même soirée. Donc, c'est une absolue légende de ce sport. Moi, j'ai essayé, je ne sais pas si je vais y arriver, de le faire venir à la salle pour une petite interview et une inauguration en début d'année, dans la nouvelle salle, bien sûr. Trop bien. Mais je pense que c'est vraiment des mecs qu'il faut entendre. Alors oui, techniquement, ceux qui ont arrêté d'enseigner... Ça vient derrière le micro tout de suite. Oui, mais on va le faire venir. Je te préviens tout de suite. Mais je suis en contact avec un de ses amis, vraiment, et il y a moyen de le faire venir, et je le ferai, même si ça ne vous parle pas. Enfin, ça ne parle pas, je pense, à la moitié des gens qui nous écoutent sur Jab Life. Ne serait-ce que pour le mindset et tout. Alors oui, bien sûr que les mecs de cette époque qui ont arrêté de s'entraîner techniquement, ils n'ont plus rien à nous apporter. Mais c'est pas grave, ne serait-ce que pour l'histoire, le côté même argent. Il n'y avait pas d'argent à cette époque quasiment, tu vois, c'était que du plaisir. Voilà, ça mérite qu'on les entende et qu'on les fasse intervenir sur la chaîne. Tout à l'heure, je te parlais de mecs spécialistes, tu vois, qui n'avaient qu'un aspect du MMA, mais qui l'ont poussé à un niveau magique. On y est avec mon numéro 45. Aldric, on en a parlé récemment dans le podcast de ce nom. Shinya Aoki, le japonais. Shinya Aoki, juste pour vous comprendre ce que je vais vous expliquer, sa carrière commence en 2003. Il est toujours en carrière. Hein. Il a combattu au One 173, là, mi-novembre. C'est 42 victoires et 12 défaites, mais dans les 42 victoires, et vous allez très vite comprendre où on va aller, il y a 4 KO et 32 soumissions. Monsieur Shinya Aoki, champion du Shuto, champion welterweight au Shuto, finaliste du Grand Prix au Dream, il a été champion aussi au Dream, champion au WAMA, World Alliance of MMA, où il bat, pour être champion, Eddie Alvarez, ce genre de petit nom quand même très, très sympathique. Il a été champion au One à plusieurs reprises. Il a battu Sakuraba au Rising, ce que j'ai noté. Il a même été, au One, il a été champion lightweight, mais challenger welterweight contre Ben Askren, qu'il a battu. Et le mec qui l'a battu quand il était la dernière fois champion lightweight de One, c'est Christian Lee, qui est le champion actuel dont on vous a parlé quand on a fait le série matchmaker sur cette catégorie-là. Shinya Aoki, tapez Shinya Aoki highlight. Aldric, c'est un délire quand même, Shinya Aoki. Il y a 2 gogo plata en carrière, dont la deuxième de l'histoire, dont une qui est depuis la montée. Il y a des twisters, c'est une dinguerie. Quand j'ai remis la highlight, il y a un truc où il fait un triangle et en même temps il fait un armbar. Parce que le mec veut pas taper, il fait un armbar. T'as une soumission où le mec dort et il regarde l'arbitre, il lui dit mon pote, il dort. T'as un bras-tête où le mec, il a les yeux révulsés tellement l'autre, il a de la puissance dans sa soumission. Non, c'est phénoménal. Son surnom, c'est The Grandmaster of Flying Submission. Le grand maître des soumissions sautées. Il y a un nom qu'on peut citer parce qu'en fait, c'est un peu son père spirituel, même s'ils ne sont pas trop entraînés ensemble, c'est Imanari.
Voilà, c'est un peu la suite de Imanari. Imanari qui a commencé pareil dans les années 95, qui savait pas du tout mettre un coup de poing, mais volontairement, il ne s'entraînait pas en Non, ben oui. striking. Et lui, il a Mais vraiment pris un peu la filiation de Imanari. Aoki s'est poussé. Le seul truc de son striking, c'est de t'emmener au sol. C'est ça. C'est de se rapprocher de toi, de clincher un peu et de faire en sorte que tu ailles au sol, parce que quand tu vas au sol, c'est mort. C'est juste terminé. C'est, je te dis, le grand maître des soumissions, des flying submissions. Tobikan Judan, d'ailleurs, ce surnom en japonais. Un peu passé par le système aussi Tenth Planet de Eddie Bravo. Il a été un adepte de ça. Franchement, il était un adepte de tout. Parfois, il est capable d'avoir tous les styles de grappling. Ça tirait littéralement la garde. Il est élu, alors je l'ai noté, je ne sais plus par qui, grappleur de la décennie 2000. Pas d'une orga ou pour un combattant de MMA, c'est fort. Grappleur de la décennie 2000. C'est absolument incroyable. Il y a une garde énorme, un jeu de garde énorme, Aldric, toi qui aimes beaucoup le sol, de rubber guard notamment. La créativité quand même sur les clés, elle est même à la volée, il a fait pas mal de clés à la volée. Il y a des clés de bras à la volée, en veux-tu, en voilà. Enfin, c'est absolument extraordinaire ce que même dans les souvenirs, je crois qu'il a réussi à faire une clé de poignet debout à un gars. Ah oui, non, mais il a fait des dingueries. T'as tout. Attends, je t'ai noté. Ça, c'est la liste de ses soumissions en carrière. Armbar, standing arm lock, triangle choke, flying triangle choke, gogo plata, neck crank, heel hook, rear naked choke, hammerlock, Achilles lock, K-lock, triangle armbar, twister, bravo choke, flying armbar. D'ailleurs, il met un flying armbar, mais c'est en grappling, pas en MMA, à Ali Abdelaziz, le manager, au Budo Challenge en 2006. Pour le petit clin d'œil, quand j'ai revu tous ces combats, ça m'a fait marrer qu'il ait fait ça. Enfin, c'est extraordinaire. En termes de soumission, tu vois, pour les gens modernes qui connaissent Charles Oliveira, qui disent Charles Oliveira, tu vois, le grappling, l'aristocratie, tapez Aoki Highlight. Je vous en dis pas plus, vous allez halluciner sur le niveau de ce mec-là. Et quand vous le voyez combattre aujourd'hui, c'est la version... Ouais, en fin de course. Il prend des money fight. Là. Ça fait 22 ans qu'il fait des combats à Aoki. Mais c'est absolument extraordinaire ce que ce mec-là était capable de faire en soumission. Je valide. C'est un mec qui, pour moi, qui aime beaucoup ce grappling-là et ces machins, c'est fait. Ah ouais, vous allez pas vous amuser en striking. Mais Shinya Aoki, c'est tout en haut des grappleurs qui ont fait du MMA dans leur vie et de ce qu'ils étaient capables de faire dans une cage. Gogo Plata, il en a une aussi en submission grappling. Le mec a 3 Gogo Plata dans sa carrière, Aldric. Non, phénomène. Je sais même pas s'il y en a dans l'histoire de l'UFC, je crois qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Ouais, je pense 3. L'autre, il en a 3 dans sa carrière, dont une depuis la montée. Mais voilà, là, tu vois, j'en jette mon stylo. Shinya Aoki, c'est juste un maître absolu. Numéro 44, Aldric Cassata. Alors, je vais te citer un mec qui a fait aussi et le Pride et l'UFC. Mais je te jure, Alex, c'est pas pour cette raison que je le mets dans le top. 8-5 au Pride, 7-5 à l'UFC. Il a la ceinture du Pride Grand Prix. Je te parle de Mark Coleman. Il a la ceinture de l'UFC. Déjà, on parle d'un truc. C'est le seul mec qui a eu, je pense, la ceinture des deux à différentes époques, tu vois. Donc déjà, rien que ça, en poids lourd, c'est absolument exceptionnel. Et bien, je te jure que c'est pas pour ça que je le mets. Pour moi, ce mec-là a inventé le Ground and Pound. Okay. C'est-à-dire que il y a un film là sur Marker en ce moment, ok. Mais moi, je trouve que Marker, il est arrivé avec un très haut niveau de grappling et de lutte, mais il n'a pas du tout inventé le Ground and Pound. À cette époque-là, je te parle de 2000, hein, là, puisque c'est l'année où il gagne le Grand Prix. Tu as plein de profils. Tu as des profils comme Wolfgang qui met en avant son kickboxing et sa défense de lutte. Tu as déjà Fedor qui n'est pas au Pride, à ma connaissance, mais qui est déjà dans les organisations russes, qui frappe comme un sourd. Mais on n'a pas vu encore son Ground and Pound qu'on verra plus tard. Et est-ce que même Coleman a inspiré Fedor? Alors, il ne va jamais le dire. Hein. Mais bon, moi, je le vois moins sur ces combats à la Rinks de Fedor et en Russie. Je le vois moins adepte du Ground and Pound qu'après que Coleman ait fait ses démonstrations au Pride. Mais bon, dans le doute, on le laisse à Fedor, c'est pas le problème. Mais pour moi, voilà, Mark Coleman, en plus d'être double champ des deux orgas les meilleurs de l'époque, il est aussi le père fondateur du Ground and Pound. Et pour cette raison, il fallait absolument lui trouver une place dans ce top, parce que ce qu'il fait, voilà, c'est avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il y a des lutteurs à cette époque qui sont forts, qui mettent sur le dos et qui font un peu de lay and pray ou qui ont un grappling même. Mais à cette époque-là, un mec qui t'amène au sol pour te frapper, c'est très rare. Et lui, il a créé, en fait, ce truc. Ouais, il était tout en haut de mes mentions, parce que je pense qu'en effet, il méritait. Il a créé ce truc. J'ai pas réussi à l'insérer, mais il y a moi, j'ai hésité. Et en fait, je me suis dit, mais attends, le mec a gagné la ceinture du Pride
En plus, la dure, le Grand Prix, c'était pas évident de l'avoir. Après, tu sais, je te dis pas qu'il y a des trucs faits exprès, mais après, quand tu l'as tiré sur un one-shot, la ceinture, c'était quand même plus facile. Là, tu as vu les noms qu'il fallait aller taper. Et lui, il a pas eu le côté facile d'ailleurs. Parce que tu as vu qu'il va chercher pour l'avoir. Donc, ça, plus son palmarès en lutte. Parce qu'il a un petit palmarès en lutte olympique quand même, tu vois. Ah, t'es obligé de le mettre en fait. Je me suis dit non, mais on n'a pas le choix. On est obligé de mettre ce mec-là. Alors attends, je voulais juste te prendre c'est le un run. Le run, c'est un immense nom. C'est un immense le nom. run pour être champion, pour aller chercher Wovchangshin, Alex. C'est Fujita, Akira Shoji, Masaaki Satake. Et il finit, tout le monde quasiment, à part Shoji qui va à la décision, il finit Satake avec un neck crank. Fujita est arrêté. Fujita, c'est un avion, c'est un animal le mec. Il le fait arrêter par son corner et il va chercher Wovchangshin KO coup de genou. Rien que pour ce truc-là, ce mec méritait absolument d'être dans le top. Ah, je peux te suivre. Je t'ai dit vrai, j'ai vraiment hésité avec lui. Donc, Mark Coleman, numéro 44 pour Aldric Kasata. Mon 44, j'ai hésité avec Aoki à le mettre 44 ou 45. C'est la partie Japon, Aldric, de cette première partie de mon top 50. Et vous le connaissez, ce qui vient de gagner à l'UFC. Juste, j'adore Kyoji Horiguchi. Ah ouais, t'es allé chercher loin. Hein. Ouais, parce que tu pourrais te dire, même par rapport à... Il y a des mecs qui vont me dire, quoi, Horiguchi à cette place-là, jamais champion UFC à l'époque moderne. Ouais, mais moi, je suis juste ultra fan, quoi. Enfin, c'est un MMA complet. C'est quand même 35 victoires, 5 défaites en carrière. On rappelle qu'à l'UFC, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Demetrius Johnson qui l'a battu, de façon très spectaculaire d'ailleurs. Mais c'est 8-1 à l'UFC sur les deux périodes. Champion au Shooto, une nouvelle fois. Ça permet de mettre un hommage au Shooto. Au Bellator, au Rising 2 fois, champion d'ailleurs dans 2 catégories différentes. Au Rising, vainqueur du Grand Prix au Rising. En bantamweight, c'est bantamweight et flyweight. C'est les KT, tu sais que j'adore et pour lesquels j'ai un faible, Aldric. Et ce mec-là, juste, quand Horiguchi combat, je suis devant. Peu importe ce que je fais. T'es allé loin quand même. Hein. Peu importe ce que je fais. Mais celui-là, je l'ai noté comme un de ceux où on va me dire t'abuses un peu. Non, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas 50 autres des japonais. Il est encore d'actualité, quoi. C'est juste ça qui est un peu plus rare, mais t'abuses pas. Non, t'abuses en fait, pas. il me manque quand même Horiguchi, et j'aurais pu le mettre un peu plus bas. Je le sais, parce que là, c'est vraiment le cœur qui a parlé. Il me manque des grosses victoires. Des grands noms, tu vois. Dans ce truc moderne, tu sais, il a battu des Manel Cap, Kaya Sakura, tu vois, Sergio Pettis, c'est pas non plus le... S'il avait battu DJ à l'époque, peut-être qu'il était même un peu plus haut, ce petit bonhomme. Ok. Mais j'adore. Je suis juste ultra fan, et ça, c'est le symbole de mon MMA japonais, puis de l'évolution, tu vois, par rapport au nom que j'ai dit avant. En fait, quand j'ai comparé à Aoki, je disais, ok, Aoki m'a sans doute fait plus marrer dans ses soumissions complètement débiles, presque, tellement elles sont incroyables. Mais Horiguchi, c'est beaucoup plus complet quand même. C'est une évolution du... Tu vois, entre les deux, j'aimais bien de les mettre l'un à côté de l'autre pour montrer que c'est une évolution aussi du MMA. Et qu'à un moment, tu as des mecs aujourd'hui plus complets, plus forts, en vrai. Ok, non, mais ça a du sens. Numéro 43, M. Kasata. Je me suis entraîné dans son dojo, j'ai donné des cours dans son dojo, donc j'ai pu sentir en plus le professionnalisme du gars et son amour du MMA, même à plus de 40 ans. Je te parle de Hayato Sakurai. Ok, que je t'ai cité tout à l'heure. Ouais. Alors, pareil, il y a plein de Japonais hyper méritants à cette époque. Et pourquoi cette place-là? Pourquoi là? Parce que déjà, un très très grand nom. Et pareil, moi j'aime bien ce côté de l'époque où il n'y a aucun truc de carrière. Il refusait aucun défi. C'est-à-dire que le mec, à l'époque où il est champion de... Il est d'abord au Shooto, où il fait un run quasiment parfait. Il a que des draws qui viennent l'entacher. Et il est invaincu jusque... attends, il fait de 96 jusqu'à 2001. Il prend pas une défaite, le mec. Et attention, les noms. T'as raison, et en prenant des défis, vas-y, let's go. Peu importe qui est devant. Frank Trigg, Luciano Azeredo, Kato, enfin, on est vraiment sur des noms très très forts. D'ailleurs, petite dédicace à nos Français, hein, il en a pris 3. Il a pris Jean-Louis Alberge, Damien Riccio et James Chiavo. Mais en allant battre Rico Rodriguez en grappling, c'est dingue ce qu'il fait. Jusqu'à 2001, où en tant que champion du Shooto, on lui dit Anderson Silva. T'imagines que le mec, c'est un 70 kilos à la base. Hein. Donc on lui parle d'un mec de 90 lox. Il y va et il perd par décision. Derrière ça, il reprend un combat au Shooto. Il va faire la ceinture de l'UFC contre Mathieu. Non, Alex, c'est absolument dingue. Il perd contre Hughes. Il prend Jack Shield derrière, qui est un vrai 84, qui n'est même pas un 70. Et puis, il a battu ton chouchou quand même. On va pas... Il bat Aoki, une première fois au Shooto. Il bat Joachim Hansen. Il perd contre Gomi au Pride.
Et il va rebattre. Alors là, je fais des sauts dans le temps, les gars. Il se passe 4-5 ans, mais il rebattra quelques années plus tard Aoki, cette fois-ci au Dream, et il le mettra KO. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Hayato Sakurai, c'est le taulier. Hein. Je t'ai dit On peut pas rien dire. Hein. très très haut dans mes mentions aussi et j'aurais eu aucun souci à le mettre dans le top 50 en vrai. Et ça me fait penser quand même tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'un jour ou l'autre, pas tout de suite comme on fait le top 50 là, on attendra quelques mois, mais dans notre série de top 10 qu'on va lancer, je pense qu'un jour top 10 Japon et top 10 Brésil, ça se fait quand même, tu vois, sur Ah ouais. l'impact des mecs parce que c'est que des mecs, t'as vu tous les noms qui ça se croise, Gomi, peut-être que vous allez en réentendre parler un moment. Enfin, il y a tous ces noms, se croisent dans toutes ces orgas, le Shuto, le Dream, le Pride, enfin c'est un pan. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, parce que comme aujourd'hui, en plus, auprès des nouveaux fans, le Japon n'existe pas tellement dans le MMA de l'UFC Non, aujourd'hui. c'est vrai. Ils vont plus là-bas, il n'y a pas de grands champions. Enfin, tu vois, là, il y a voilà. Il y a Taira, il y a quoi, mais il n'y a pas quelqu'un qui est marquant. Et donc, je trouve qu'on oublie un peu trop l'importance de ce Bien sûr, pays-là je suis d'accord avec toi. dans la fabrication et la construction de notre sport. Donc, c'est bien qu'on ait plusieurs noms de représentants de ce pays. Numéro 43, pour ma part, Team Alpha Male, Uriah Faber. Ok. Ouais, Uriah Faber, c'est 35 victoires, 11 défaites entre novembre 2003 et novembre 2019. Je rejoins un peu, tu peux rejoindre un peu ce que j'ai dit avec Benavidez. Hein. Dis-moi qui t'a battu. Tu vois. C'est vrai qu'il y a que des grands noms. Dis-moi qui qui l'ont sont battu. les seuls qui t'a battu. Eh ben, c'est simple. C'est au WEC, c'est Mike Brown, c'est José Aldo. Et à l'UFC, c'est Dominique Cruz, Renan Barao pré-USADA, Frankie Edgar, Petroyan. Je crois que tu as Tyson Griffin au Gladiator Challenge aussi avant, mais c'est que des immenses noms, tous les mecs qui l'ont battu. Pareil, je suis très, 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 très fan du style de monsieur Uriah Faber, qui a 10 KO, 17 soumissions. Les soumissions de Faber, quand même, en bantam, c'était quelque chose. Iba, il est champion au WEC, 5 défenses victorieuses. Dans ses défenses, il y a Dominique Cruz et Jens Pulver. Donc le combattant, moi, m'a fait kiffer. J'ai adoré ce qu'il a représenté. J'ai adoré tous les combats dont je parle contre les mecs dans ces catégories-là, moi que je kiffe. C'est que des combats inoubliables pour, enfin, tu vois, qui ont marqué l'histoire de ces catés. Je trouve, c'est pour ça que je t'ai dit Team Alpha Male quand je l'ai introduit, parce que je trouve que c'est un point important qui me fait le mettre dans le top aussi. La construction de cette équipe. La construction de cette équipe, ce qu'elle a représenté à une époque, tu vois, le fait que c'était l'époque où ça construisait ces gros gyms qui ont marqué aussi l'histoire du MMA plus moderne, tu vois, des 15 dernières années plus tôt. Mais je trouve que ça rentre comme argument dans le fait qu'il compte dans l'histoire du MMA, monsieur Uriah Faber et sa chevelure. Non, ça, j'aime bien. Tu l'as pas, toi? Non. Uriah, non. J'aime vraiment parce qu'on a deux approches du top 50 et c'est cool. Mais il y a un peu de culture aussi. C'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre pas mal de Braises et de Japonais. Ouais, bah tu vois, moi j'ai du Jap, tu sais que j'ai du Jap, tu sais que j'ai des petites KT en fait, parce que c'est pour ça qu'on vous a dit dès le début, notre premier critère, et on l'a dit avec subjectivité. C'est la subjectivité, c'est notre top 50. Donnez-nous le vôtre dans les commentaires, sur Insta, partout, pendant les semaines où on va faire ça, et donnez-nous vous vos sensibilités. Numéro 42, il nous en reste 2 pour ce premier épisode. Aldric, le 41, il va faire crier beaucoup de gens chez moi. Le 42. 34-10-1, un match nul en carrière. Antonio Rodrigo Nogueira. Ok, je l'ai plus haut. Alors pourquoi je l'ai mis à cette... Pas beaucoup plus haut, mais je l'ai plus haut. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que à partir de la 40e place, j'avais d'autres noms que j'avais. Franchement, j'ai regardé. Parce que j'ai déjà quasiment fini le truc. Ouais, moi aussi. En fait, quand je dis quasiment, j'ai encore 15 noms, mais je sais pas si je l'ai. Entre 5 et 15, c'est très compliqué. On est au même niveau, moi, il m'en reste 25, je crois. Ouais, j'ai déjà 40 à 31. Et en fait, si tu veux mettre vraiment des mecs après marquants de leur époque et des mecs qui ont vraiment été champions, même si, attends, là, on parle d'un mec, oui, il a un record négatif à l'UFC, 5-6. Mais il a un 17-3 au Pride quand même. Et puis c'est ridicule, Aldric. Enfin, Big Nog, c'est ridicule au Pride. Les combats, oui. Il était dans des enfers, il te sort des soumissions. Et je trouve qu'il a inventé en plus, on parlait de Coleman qui a inventé le Ground and Pound. Et moi, je trouve qu'il a inventé 2 trucs. Au début, pourtant, tu sais qu'en jiu-jitsu, il n'a pas un énorme palmarès. Tout le monde disait, ouais, le triangle de Big Nog. Puis ça a été aussi le premier à faire en combat, enfin le premier, sur une scène médiatique, le fameux Anaconda Choke, tu vois, tous ces trucs-là. En jiu-jitsu, il n'a pas un palmarès de fou. Si tu compares avec un Verdum, il n'y a rien à voir. Mais il a prouvé au début de sa carrière MMA qu'on pouvait travailler sur le dos, que ce n'était pas une position perdante. Donc ça, c'est un. Et avec son frère, sur la deuxième partie de carrière, tu te rappelles qu'ils avaient fait même partie de l'équipe de boxe olympique. Ils ont failli faire les JO.
les frères Nog. Et voilà, il a amené ça aussi. C'est-à-dire qu'il a relativisé l'importance de l'anglaise en MMA très tôt dans sa carrière. Et sur sa deuxième partie de carrière, ça s'est vraiment ressenti. Et voilà. Et donc, pour ça, il méritait d'être dans le top 50. Pourquoi pas plus haut? Parce que vous verrez sur la suite des épisodes qu'il y a tellement. En fait, il y a trop de monde, quoi. Ouais, mais c'est difficile à mettre ces mecs-là. Je te dis, il est pas énormément plus haut, moi, mais il est un peu plus haut. Mais parce que, pareil, là, il y a beaucoup de cœurs qui parlent, mais les retournements de situation au Pride, c'est un délire. Et On avait fait un épisode avec Samir Omar, là, d'Octogone, sur lui. Je vous ai écouté. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Après, j'ai essayé, moi, Pour un sur poids lourd, quoi. mon premier top 10, comme ça, là, j'ai essayé de prendre pas mal de mecs qui ont évolué entre 95 et 2005. Ouais, moi, t'as vu, je t'ai mis un peu de moderne aussi. Ouais, moi, j'ai essayé de mettre orienté comme ça, tu vois, pour que ça fasse presque un top 10 par époque. Ouais, fait. je vois Voilà. ce que tu veux Voilà dire. Parce comment qu'en j'ai effet, essayé de les époques d'après ont évolué et sont sans doute plus Et en fortes. fait, après, tu vois la tonne de noms qui sortent après, l'époque de Georges, tout de suite après, voilà, il y a trop de noms. Donc, il fallait faire des choix. Et donc, j'ai décidé de les Ils ont mettre été faits. là. Ouais. C'est marrant parce que quand tu as déroulé la carrière de ton 42, tu as cité le nom de mon 42. Ok. Fabricio Verdum. Ok. Le Brésilien. Ouais, c'est mon numéro 42. Moi, il est un peu plus haut aussi. Bah, tu vois, on a interchangé en fait. Et là, c'est de la sensibilité aussi, je pense, perso, tu vois, d'entre nous. Pour moi, Verdum a fait plus. Parce qu'il soumet quand même Fedor, tu vois. Et je peux pas le mettre avant Nog. J'ai hésité à être plus haut, mais t'as raison. Après, c'est à toi que ça appartient aussi. En fait, mais je suis moins poids lourd, donc je pense que Verdum sans Fedor, il est pas dans mon top 50. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, c'est quoi qu'il arrive, il est top 50. Alors on rappelle, il est champion. Mais moi, après, tu suis obligé vraiment de les comparer avec de la logique. Et sans rabaisser Nogueira, en jiu-jitsu, il a gagné beaucoup moins que Verdum, tu vois. Ouais. Là, je parlais je MMA. pouvais pas. Ouais, mais je pouvais pas. Ce qui m'a fait vibrer. Champion au Pride pour Nog. Comme t'as dit, objectif. Champion au Pride pour Nog, qui est à l'époque les poids lourds. C'est le Pride qui est devant. D'ailleurs, pour info, Verdum a mis une clé de bras à Nog. Oui, je sais bien. Voilà pourquoi, pour moi, il est mieux placé. À l'UFC en 2013. Ouais, c'est ça. Soyons précis. On est plus sur le Big Nog du meilleur de sa force. Il avait pris beaucoup de coups déjà. Mais oui, je pense que le combat de Velasquez avait laissé des traces. T'as vu les guerres qu'il a fait. 24 victoires, 9 défaites, un droit à no contest pour Fabricio Verdum, champion UFC, en battant Ken Velasquez. 6 level Ken, c'était ça, voilà, le fait qu'on était en altitude et qu'il s'était mal préparé, notre ami Ken Velasquez en 2015. Je pense que Ken, après sa blessure, c'est plus le même, malheureusement. Ken, j'adore. Spoiler, je l'ai. Ken. Oui, j'adore Ken Velasquez. Mais je pense qu'on est plus sur la meilleure version possible de Kane quand il le fait. Et puis, tu as les circonstances. Alors, c'est de la faute de Kane, hein, s'être mal préparé, contrairement à Verdum. Il repère tout de suite le titre contre Miocic. Tout de suite. Donc, il n'y a pas un long règne non plus, tu vois. Il était champion intérimaire juste avant. Il avait battu Mark Hunt. Oui, ce qui me fait le mettre dans le top 50, c'est que battre Fedor en juin 2010 au Strike Force. Fedor, je rappelle, puisque je l'avais noté, c'était plus perdu depuis 28 combats et presque 10 ans, à quelques mois près d'invincibilité, donc pour monsieur Emelianenko. C'est simple, je vais en avoir d'autres quand on va tout au long de ce top 50, Aldric. C'est une des top 5 faciles, sans doute top 3 des plus grosses victoires de l'histoire du MMA. Ouais, je suis d'accord. Le mec, il bat Fedor, quoi. Le mec, il bat Fedor après les 10 ans. Normal. Ah non, mais je valide totalement. Je te dis juste que pour moi, même s'il a démarré tôt, le MMA, j'ai plus Fabricio Verdum, il a commencé quoi, en 2000 et quelques, sa carrière? Je l'ai, 2002. Voilà, tu vois, c'est pas tout à fait la même époque. 2002-2021. Même, voilà, tu vois, c'est un peu il est resté plus tard, en tout cas, en action que Nogueira. Donc voilà pourquoi, moi j'explique, pourquoi, pour moi, il a sa place un peu devant. Il y a des victoires contre Overeem, tu vois, mais contre des Gonzaga, Emelianenko, le frère aussi. Si je te dis mais je l'ai plus haut, je vais pas te dire ne le mets pas. Il a fait les deux frères, d'ailleurs. Non, mais il a fait Alexander. Ce que je te dis, au sol, c'était encore une pointe. Sans doute, je pense, tu as raison. Et là, c'est vraiment le côté, qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer, D'ailleurs, regarde, tu sais à quoi tu le vois, le combat contre Fedor. C'est un bon. Je veux dire, Fedor, il arrive à sortir du jeu de Minotaur parce que c'est moins fort. Verdum, s'il verrouille quelque chose, il verrouille quelque chose. Tu tapes et c'est tout ce que tu peux faire. Je te suis complètement. Mais il a des victoires incroyables. Antonio Silva, donc Fedor, Big Nog, Hunt, Velasquez, quand même. Même Alexander Gustafsson en fin de run. Enfin, c'est une carrière fabuleuse. Mais tu le disais quand même en grappling, voilà, qu'on soit clair, hein, champion du monde IBJJF Black Belt 2 fois, Blue Belt 1 fois, et aussi en absolute quand il était en ceinture bleue. D'autres médailles, d'autres couleurs, champion des Panaméricains, champion ADCC 2009-2007, argent en 2011 et 2003, bronze en 2005 et 2003. C'est un monstre absolu, plus que Big Nog, j'ai aucun souci avec ça.
Mais il manque. Big Nog a plus marqué son époque pour moi et avec des victoires qui me parlent plus Ok. que celles qu'a eu. Vous avez le droit en commentaire de dire que vous n'êtes pas d'accord avec Herbie aussi. vous, hein. vous avez même le devoir, Aldric, de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais oui, je l'aurais pas eu top 50, mais Fedor, c'est une des plus grosses victoires. Ok. À mon avis, top 3. C'est bon, c'est bon, des, c'est bon. des victoires les plus importantes de l'histoire du MMA. Et j'ai hâte de voir où tu l'as et voir où j'ai. Ce serait marrant parce Qu'on soit pas trop loin, ouais. Ouais, qu'on les ait exactement inversés. Numéro 41, notre dernière pour la journée, Aldric Cassata. Je vais faire crier des gens là. Tu veux le faire en premier? Non, vas-y, je finis comme ça. 26 victoires, 17 défaites, 1 draw. Kazushi Sakuraba. Ah oui, je l'ai plus haut. On va être clair. Alors pareil, je suis hyper fan. hein. Je le suis sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Quintet, il a créé, je regarde. C'est compliqué à mettre plus haut parce que... Pas beaucoup plus haut, je vais être clair. C'est compliqué. Malgré tout, on est sur un très gros truc. Un combat à l'UFC, 18-8 au Pride, 3-4 au Dream. Donc, c'est ouf hein, ce qu'il a fait. En 2019, il est encore allé parti se rouler par terre avec Gilbert Burns quand même. Tu t'imagines un peu le mec le mec a 56 ans quand même, tu vois. Et 56 ans, et il y a 5 ans en arrière, il va se rouler avec... à 50 ans, il va contre Gilbert Burns sans grappling, tu vois. Donc, c'est complètement fou. Complètement fou. En fait, moi, pourquoi il est je te dis, tu verras, il est un tout petit peu plus haut. C'est qu'il y a une mythique incroyable. Le tueur de Gracie, quoi. Tu vois, le Gracie Killer, quoi. Le mec qui est allé chercher la famille, tu vois, un par un. Il y a une mystique qui, pour moi, est extraordinaire et qui fait partie des mythes du MMA. Ouais, en fait. ça, plus c'est pareil, hein, c'est un mec, vous le voyez, contre Gilbert Burns, il est moins costaud que Gilbert. Je rappelle, Gilbert Burns qui combat à 70 et à 77. Donc quand tu vois ce gabarit et que tu vois qu'il est allé chercher des mecs comme Vitor Belfort, comme Ebezener Fontes Braga, comme Igor Vovchanchin, comme Vanderlei, tu te dis, mais ils étaient fous à cette époque, ils voulaient que quelqu'un meure ou c'est comment que ça se passe, tu vois. Donc pour ces raisons-là, voilà. Et on n'était pas loin, à mon avis, qu'ils veuillent ça. Ça. Heureusement encore que le niveau technique, il manquait un peu, parce qu'avec les règles de Barjo, les stomp kicks, les penalty kicks et tout, je pense qu'il aurait pu avoir des morts à cette époque. Attends, il était allé chercher Mirko. Ah, mais j'avoue. Alex, il était allé chercher Mirko. Oui, non, mais c'est une dinguerie. Qui pesait 108 ou 109 kilos. C'est une folie. Donc, c'était vraiment des samouraïs à cette époque. Et même pour ce qu'il a créé, alors pourquoi pas plus haut? Parce que je vous dis, à partir de quand tu regardes les 35 meilleurs Fight Matrix, tu vois où on en est déjà, tu dis wow, il y a déjà tous ces noms, comment je vais les placer? C'est compliqué, quoi. Sans te spoiler, dans le prochain épisode, il va apparaître chez moi. Donc tu vois, on n'est pas très loin de ces places-là en fait. Mais je te jure, c'est un des... Quand j'ai commencé ma liste, genre j'ai ouvert mon document Word, pas loin d'être le premier nom, mais il est dans les 15 premiers noms que j'ai mis son nom. Genre, tu sais, j'avais fait un truc, les mecs qui sont incontournables pour moi. C'est-à-dire que dans mon top 50 subjectif à moi, c'était impossible qu'il apparaisse. Après, en fait, pour moi, dans mes critères à moi, hein, je vous vends ma façon à moi d'essayer de noter ce MMA. C'est un mec qui a jamais combattu vraiment dans sa vraie caté, donc c'est compliqué de le mettre plus haut parce que tu sais pas, en fait. Il aurait dû combattre à combien ce mec-là? 66? Ça aurait été quoi? Peut-être un 66? Peut-être un gros lightweight? Donc, c'est compliqué. Il a pris des gros KO, il a été samouraï, il a toujours peut-être un 70, remarque, parce qu'il fait 1m80 quand même. Je réfléchis en même temps, mais parce qu'il a jamais été très super costaud, tu vois. Mais j'ai bien aimé même son mindset. C'est le mec qui vient de ce shoot wrestling un peu à la japonaise, un peu comme Josh Barnett. Derrière ça, il apprend de ses erreurs et après avoir battu les Gracie, il se met à perdre contre les mecs de shoot box. Donc il va à shoot box s'entraîner. Il prend l'avion, il va à Curitiba et il s'entraîne là-bas. Donc pour cet apprentissage, et d'ailleurs, on voit quand il revient que son clinch de Muay Thai, que ses low kicks sont bien mieux et qu'il y a une vraie progression malgré la légende qu'il est déjà. Et ouais, pour moi, ça mérite pas beaucoup plus haut parce que je te dis, il y a trop d'inconnus. Je sais pas où il aurait dû combattre et c'est pas parce que tu fais des combats de samouraï que c'est super, tu vois. Mais ouais, ça, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est une légende de ce sport. Ouais, et qu'il a sa place, je suis d'accord, dans un top 50 all-time. Donc mon 41, Sukasata, 16 victoires, 5 défaites dans sa carrière. Carrière qui va prendre fin là. Ça te dit quoi si je te dis que j'ai un double champion UFC à la 41e place? C'est un double champion UFC qui a gagné les JO aussi, c'est ça? Exactement. Pourtant, dans les catégories que j'aime, Henri Cerudo est mon numéro 41. Je vais te l'expliquer pourquoi. Si on fait un top de l'histoire des sports de combat globalement, avec son titre olympique en fait de lutte libre, et je crois qu'il est, attends, je l'ai noté, mais il est vainqueur des Jeux panaméricains aussi en lutte libre. Enfin, les JO, c'est quand même mieux que les Panam. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, il est haut. Enfin, tu vois, quand tu as fait ça, quand tu as été prendre une médaille d'or olympique,
et que tu as été double champion UFC, dans un sport de combat, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une legacy plus forte que ça. D'ailleurs, tu as vu que là, dans les conférences de presse, puisqu'on enregistre avant l'UFC 323, il disait oui, le titre olympique est plus important que le titre UFC. Comme il va prendre fin à sa carrière. Il dit aussi beaucoup de conneries quand même, tu vois. Mais c'est vrai. Moi, j'ai aucune sympathie pour ce mec-là parce que ça fait partie de pourquoi il est classé là. T'as vu ce qu'il dit aussi de Ruffy, quoi. Ouais, Ruffy, il voulait que je sois dans son coin, mais il s'était pas assez bien entraîné. Mais oh, ça va. Tu sais, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu acceptes de passer derrière le truc de coach, il faut essayer de ménager quand même la charge mentale de l'athlète et pas dire forcément, même si tu le penses, hein. Mais je déteste le personnage. C'est une ordure. Ouais. Je déteste le personnage aussi. Et ça fait partie du truc pour lequel, double champion UFC ou pas, champion olympique avant, comme tu veux, tu rentres pas dans mes 40 meilleurs. Je peux pas te sortir du top 50, t'as quand même deux ceintures. Si, moi je le UFC. fais. Tu le fais, tu le sors. Ouais, je le tège. Ah bah très bien. Je me disais, pour moi, il faut qu'il y soit. Tu m'as dit, tu fais un classement qui te ressemble. Ouais, non, mais t'as raison. Dedans, quoi. Non, mais parce que tu vois, si tu prends si dans 50 ans les mecs ne regardent pas le combat, regardent le Tapology, il a aussi une des plus grandes victoires de l'histoire. Je respecte l'athlète. D'avoir battu Demetrius Johnson après ses 11 défenses victorieuses. Mais pourquoi il peut pas être plus haut que ça pour moi ? Bah c'est ça. C'est un vol contre DJ en 2018. Il doit jamais gagner ce combat. De dire gagner. Oui, mais c'est pour ça que je te dis dans 50 ans, quand les mecs. Il faudrait peut-être le remettre en rejugé. Celui-là, on va le refaire en rejugé assez vite, clairement. Mais dans 50 ans, quand on regardera les palmarès, les mecs n'iront pas regarder les combats. C'est comme en boxe, tu sais. Et ils se diront, il a battu DJ après ses 11 machins. Mais c'est un vol. Donc, il doit jamais prendre cette ceinture-là. DJ qu'il avait déjà battu avant. La défense, elle est contre TJ Dillashaw. On sait quand l'UFC veut arrêter la catégorie flyweight, ils font descendre Dillashaw qui est champion au-dessus, qui est d'ailleurs va se mettre de l'EPO pour pouvoir même en partie faire le poids. Et Dillashaw, je sais que tu aimes beaucoup. Il ressemble jamais au Dillashaw qu'on connaît. C'est un Dillashaw qui est complètement mort-vivant dans ce combat-là. Il aurait jamais dû faire ce poids-là. C'était trop. Je suis d'accord avec toi. Donc sa défense, elle est un peu, elle est même plus que limite pour moi. Enfin, tu vois, elle représenterait rien alors que c'est un nom en face, mais c'est pas marquant. Le titre de Bantam, il le prend contre Marlon Moraes. Ok, celle-là, je peux te l'accorder. La défense, c'est contre Dominique Cruz, mais c'est Dominique Cruz. On est très loin du prime. Ils ont quand même bien facilité le chemin. On est très très loin du prime, tu vois, de Dominique Cruz. Vraiment très loin. On est très loin du WEC et même du prime UFC. Donc pour moi, c'est le double champion le plus frauduleux que l'UFC ait jamais produit. C'est pour ça que je te dis. Et moi, j'aime pas, en plus, pour couronner le tout, j'aime pas le personnage. Mais quand je dis le personnage, je le connais pas intimement. Ses déclarations, la façon dont il tacle les mecs quand il faut, j'aime pas du tout. Non, donc voilà, je pouvais pas le laisser. Enfin, je le rentre en termes d'accomplissement pur. Mais tu peux pas être plus haut. Et tu sais, quand il affronte Cruz, il y a un problème de visa. C'est pas, ça doit être Aldo qui vient le prendre. Ah, ça, je savais pas, par contre. Et il y a des problèmes, je sais plus si c'était visa ou machin, qui font qu'Aldo doit bâcher. C'est l'UFC 249. Il bâche un mois avant et c'est Cruz qui prend le. Je savais pas ça, tu vois. Oh, j'aurais aimé. Parce que José, je peux t'assurer que José, il l'aurait détruit. Même le José de 2020. On saura jamais. On saura pas. Mais voilà, pour accomplissement, il a sa place, mais je pense que par rapport à la majorité des mecs que j'avais dans mes 9 places d'avant, dans le cœur, il est très très loin d'eux. Ouais. Tu vois que j'ai été un peu sérieux. C'est le journaliste là qui a parlé. Oui, exactement. C'est mon choix journaliste. Mais je te dis que ça va hurler parce que je te dis qu'il y a des mecs qui vont nous dire, ceux qui ne voient que par l'UFC, et comment tu peux mettre un double champion, même pas, tu vois, dans les 30 meilleurs de l'histoire. Non, mais t'as raison, mais c'est bien. Mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, c'est super au contraire. Loin de là, il n'est pas dans les meilleurs de l'histoire. On a fini, on reviendra, on fera tous les mois 10 noms à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait fini ce top 10. Un mot juste, donc on en avait parlé au début sur Nicolas Leblond qui fait la ceinture des flyweights. On fait le PFL en premier parce qu'ils se battent. Quand ils vont voir la vidéo, il se battra dans quelques heures. Oui, de toute façon, on peut faire les deux. Ouais, remarque. Ceux qui sont encore là. Allez, c'est toi qui décides, on fait le sens que tu veux. Je l'ai mis dans l'ordre de mon conducteur. Donc alors on commence par Leblond. Leblond. Nicolas Leblond qui fait la ceinture des flyweights des 57 au Cage Warrior ce samedi, c'est à Newcastle, Cage Warrior 199 contre Shadijoul Ake, qui est manager derrière, pas la BTT, Ake, qui fait sa 3e défense du titre. Combat très important pour Nicolas, tu le répètes assez souvent, Cage Warrior, c'est non seulement une grande orga européenne, mais c'est une énorme passerelle avec l'UFC. On sait avec Graham Boylan aussi les rapports qu'il a. Être champion de cette orga, ça peut ouvrir beaucoup de portes pour Nicolas. Moi, je vais être encore plus clair que toi, je pense qu'il gagne ici. Il gagne ici à l'UFC. Ouais. Okay. Après, ça va dépendre de Graham. On sait qu'il est très bien vu par l'UFC, qu'il a fait du très bon travail et qu'aujourd'hui, c'est une voix qui compte en Europe. Donc, là, ça prend un peu de temps avec l'UFC en ce moment, ça se voit qu'ils mettent en place. Donc là, on vient d'apprendre qu'il y aurait un UFC Mexico. Je ne sais pas encore où exactement, juste après l'Australie. Donc, ça va dépendre de ça. Moi, je pense que s'il est champ du Cage Warrior,
c'est dur de lui faire une défense et de mettre aux contenders. Ça mérite une entrée directe. Sauf qu'on sait qu'en flyweight, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on aurait parlé d'une autre KT, je t'aurais dit, Alex, c'est sûr qu'il signe. Là, il y a quand même un. Dans mon livre, ça peut aussi se passer par une défense de titre, Mm. et le Dana, genre en mars, et le Dana White en juin, parce qu'on sait qu'en flyweight, ils sont un petit peu exigeants. Ouais, oui. Euh, Ouais, ils sont pas autant ouverts que dans d'autres C'est ça. KT, je suis mais en d'accord. vrai, après ce Il y qu'il a a moins de accompli, place dans le roster. En c'est fait. ça. Mais en vrai, ce qu'il a. Déjà, même s'il a 35 ans, Shahidul, là, c'est fort. Il est sur une très très bonne streak week parce qu'il a. La dernière personne qu'il a battue, c'est Jake Hadley, Ouais. qui est d'ailleurs pour moi le plus grand gâchis de l'histoire de ce sport. Champion du Cage Warrior et de l'UFC en Afrique du Sud. Et il s'est gâché en fait après en voulant trop rentrer dans une matrix. Tu viens de me donner une idée dans notre série top 10. On fera un jour les plus gros gâchis. Ah, mais Jake Hadley, il fait vraisemblablement partie des plus gros gâchis. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, tout ça pour dire que c'est fort. Hadley l'avait battu par KO. Et moi, je pense que Leblanc peut le battre par KO. Ça fait longtemps qu'on en parle en plus de ce combat. Mm. Leblanc contre Hacké. Comment tu vois ce match-up-là pour Nico? Moi, je vois net avantage pour Nicolas en boxe. Il faut quand même faire attention. Des fois, je trouve qu'il rentre. C'est pas tellement sur les compartiments de combat, c'est sur la gestion de l'énergie. Des fois, je trouve qu'il est soit trop, dans un sens, trop de jus, soit pas assez, voire un peu poussif dans certains moments. Et ça, contre un mec comme. Si tu le mets pas KO, un mec comme Shahidul, il te met la pression, il avance et lui, il marque ses points. Il gagne ses rounds. Donc, il va falloir. Ouais, je suis d'accord. Cette expérience de savoir gagner les rounds, il l'a. Il sait gagner les rounds. Ouais. Donc, si ça. En fait, tu sais, il y a un soir, des fois c'est ton soir, et des fois c'est plus difficile. La victoire, il faut la construire. Donc, surtout en flyweight, ça peut ne pas tomber. Et surtout, Hack, il a montré quand même qu'il encaissait, même si c'est pas passé contre. Il s'était fait coucher contre Jake, ça peut ne pas tomber. Donc, dans le cas où ça tombe pas, il faut que Nico il construise ses rounds pour les gagner nettement. Parce que pareil, c'est le Cage Warrior. C'est pas des voleurs, pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est un Anglais. T'affrontes un Anglais au cage. Hein. Enfin, voilà. On va être clair, t'affrontes un Anglais au cage. Donc il faut aller chercher la victoire, même s'il est Bangladesh, je crois, d'origine. Oui. Mais peu importe. Non, mais c'est le champion du cage et il est en Angleterre. Faut pas laisser de doute. Ouais. Faut pas laisser la porte ouverte à ce qu'on puisse interpréter ce doute. Donc chercher le KO, oui, mais pas s'obstiner dessus et gagner ses rounds. Ouais. Et je pense que d'un point de vue athlétique, il y a vraiment une différence entre les deux. Maintenant, il ne faut pas se laisser bouffer, il ne faut pas être trop passif, sinon c'est lui qui va aller chercher les rounds. Ouais, je te suis beaucoup et en plein de force à Nicolas Leblanc donc pour ce défi ce samedi. Ouais, puis au final, très grosse carte quand même, parce que tu as une autre ceinture à 77 qui est jouée avec leur Écossais invaincu. Ouais, t'en as pas deux autres même parce que je crois qu'il est... Hardwick, je sais pas si c'est une ceinture. Ah, le Comen, je suis pas sûr que ce soit une ceinture. Je pense que c'est une genre de demi-finale Daniel Conrad contre George Hardwick. Mais t'as il y a pas mal de petites pépites là quand même. Hein. Tu as le George Stein là, qui a 7-0 aussi, qui combat juste avant la ceinture, Nicolas Leblanc. Non, après, la prélim est un peu légère, entre guillemets. Quoique, tu as quand même Joe Field là, qui a 5-0, qui fait le premier combat contre Relson Pachao. Non, mais la main card, elle est très belle. Ouais, c'est un beau Cage Warrior, les gars, à regarder. Et il me semble, je ne dois pas dire de bêtises, mais que c'est sur RMC, donc vous pouvez suivre le combat. Franchement, c'est une belle carte. De Nicolas. Et on essaiera, s'il remporte cette ceinture, même s'il ne la remporte pas, de le faire venir en début d'année dans Grand Talk. J'ai enregistré déjà le dernier de 2025, mais dans les premiers de 2026, on essaiera de faire ça. Puisque tu parlais Contender, tu as vu qu'il y a la rumeur qui tourne que Abubakar Younousov a été approché pour participer. Ouais, j'ai lu ça. Notre champion d'Ares des moins de 60. Ce serait cool, hein, il le mérite. Enfin, sur le talent, est-ce qu'il a dans les points, il le mérite, je pense. Ouais, après, lui, il a le profil à mettre un gros KO au Dana White contre Adrian Series et à avoir le contrat comme ça. Ah non, mais lui, il a exactement le profil pour le faire. Ouais. Donc après, attends, il est bien. Guillaume Pelletier, il a des très bons contacts avec l'UFC. Je pense que s'ils ont vendu ça comme ça, c'est qu'ils ont dû lui dire allez, fais-nous une victoire de plus si je te le prends au mois de juillet. Donc, une petite défense, on y va. Ouais. C'est bien parce qu'en plus, franchement, dans cette catégorie de poids, il mérite. Ouais, je suis d'accord. Et il peut faire des choses. Il y a des 61 qui peut passer largement à l'UFC. Plus d'un d'ailleurs. Et l'autre dont on voulait parler, ça c'est ce soir, c'est dans quelques heures. Au moment où vous allez écouter le podcast, ce sera peut-être déjà passé d'ailleurs, ou ce sera en cours. Yanis Ghemmouri, l'ancien de l'UFC pour le coup, lui en est parti mais continue sa carrière et continue d'avancer dans sa carrière. Et est en finale du tournoi des 145, des 66 kilos au PFL MENA, donc Moyen-Orient. C'est contre l'Égyptien Islem Reda, c'est à Kobar en Arabie Saoudite ce vendredi soir. Donc pareil, qu'est-ce que tu peux nous dire
dire sur Yanis et ce match-up? Et c'est fort. C'est fort. Là, il y a un très, très, très beau duel, puisque je rappelle quand même qu'il a battu Wilson Varela en 2022 à l'Hexagone. Donc, c'est notre ami Islam. Donc, c'est un très gros client physique qui est sur un 14-1 et qui n'a pas perdu. Alors, il a perdu à la DXC en grappling, mais c'est pas du MMA, hein, c'est du grappling. Mais sinon, il n'a pas perdu depuis 2018 en MMA. Donc un beau défi. Ouais, là, honnêtement, et puis surtout, pas mal en grappling, fort en ground and pound, parce qu'il a un KO en ground and pound. Je pense que avec un combat très discipliné, c'est-à-dire où il joue sur la distance et il se sert de son striking, Yanis peut le faire, mais il a vraiment un très gros. Là, c'est athlétique derrière et c'est un très très gros challenge, mais intéressant. Et, Intéressant. 31 ans, Islam Reda, c'est vraiment du lourd. Et on rappelle, hein, c'est un enjeu aussi beaucoup, puisqu'il y a un chèque à la clé. Si Il y a un tu beau gagnes chèque. ce tournoi-là, il y a le tournoi d'ailleurs du PFL, on en parlera lundi. Il y a le Alors, du justement, PFL Europe à Lyon la semaine d'après. mais Et puis les vainqueurs des qu'est-ce qui tournois. va se passer? Puisque on est d'accord, là, je sais pas un scoop que je vous dis, vous l'avez lu dans les semaines précédentes, il n'y a plus de tournoi Il monde. n'y a plus de tournoi monde. C'est terminé. Non, donc je pense Donc que il va se passer quoi après? je pense que les gagnants des tournois continentaux, disons on peut leur ouvrir la porte sur des gros combats pour essayer de grimper dans des Alex, rankings pour la entre nous, ceinture. ça n'a rien à voir avec le combat de Yanis, mais ils se sont mis dans un truc, ça peut être une catastrophe l'année prochaine. Ça peut aussi être une cata, je suis d'accord. Ils ont dit c'est trop incompréhensible. Parce qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que ça marchait bien quand même. En fait, ils se sont dit c'est trop incompréhensible et il faut qu'on revienne à un modèle un peu plus UFC quoi. Sauf qu'en fait, c'est ce qui faisait ta singularité quand même. Ça. Même si alors peut-être C'est c'était ça. mal organisé, mais ça faisait ta singularité. Et moi, j'aurais trouvé plutôt cool que tous les vainqueurs des tournois continentaux se retrouvent dans un tournoi monde. Écoute, ils en ont décidé autrement, mais on espère, on pense à Baris qui sera en finale du tournoi Europe à Lyon, que les vainqueurs de ces tournois-là, au-delà du chèque, auront des opportunités d'aller affronter des grands noms de leur gars et de pouvoir monter dans des classements pour aller faire la ceinture derrière. Donc force à Yanis aussi et à Nicolas. Ouais, puis, pareil, regardez les gars, parce que c'est un très beau tournoi encore. À 135, 14-6, 7-2, c'est Nawaz Sabza contre Islam Youssef. 10-0. Amli, le Marocain qui est en finale à 70 kilos, contre un 4-0 aussi, donc Mohamed Fahmy. Et la finale à 77 aussi, 10-3, Badreddine Diani contre Mohamed Al-Akrad, 9-1. C'est du très haut niveau. Franchement, ça va être moi, je regarde ça vraiment avec grand plaisir ce soir parce que le niveau est excellent. Excellent. Ouais, et on l'a dit toute l'année, hein. Afrique, MENA, Europe, on s'est régalé avec ces tournois continentaux cette année. Il n'y a pas de raison que dans ces phases finales qui arrivent là, on se régale pas une nouvelle fois. Merci, monsieur Aldric. On en parlera lundi de toute façon. Ouais, force à Yanis. On débriefera un peu tout ça. C'est un 5x5. Moi, j'ai un peu peur si ça dure, mais je pense qu'il est capable, avec une bonne gestion du combat, il est capable de faire la diff, Yanis. J'en suis persuadé. De l'écourter avant. Ouais. Pas aller au bout des 5. Écoute, on se débriefe tout ça lundi dans Aldric NRB où on débriefera bien sûr l'UFC 323 qu'on vous a présenté lundi dernier. Gros week-end. Et puis, oui, il y aura la preview du PFL Europe à Lyon avec Kevin contre Patrick Abirora. Donc, beaucoup de choses à dire lundi dans Aldric NRB comme d'hab. On doit d'abord se taper 12 heures de visionnage. Exactement. Sur ça. Le MENA, le Cage Warrior et l'UFC, ça fait à peu près une 12aine d'heures. Nos vies, du visionnage, de la préparation d'émissions et des squats pour d'autres. Voilà. Merci, monsieur Cassata. On se retrouve, bien sûr, pour poursuivre ce top 50 all-time en début d'année. Ce sera un des premiers Jab Culture de janvier où on passera de 40 à 31. Mais vous avez déjà nos 10 premiers de ce classement. Donnez-nous les vôtres, comme je disais en commentaire. Débattez avec nous. Faites-nous vos classements. Faisons vivre cette grande aventure qu'on se lance du top 50 all-time du MMA. Merci, Aldric. Merci à tous. À très vite sur Jab Live.